Bon, nous sommes très nombreux. Merci à tous de votre présence à l'occasion de cette matinale santé organisée par la Mutualité française Centre Val-de-Loire et la Nouvelle République, dont je suis le directeur en Loir-et-Cher. Merci à M. Couteau, le directeur de l'Institut de formation en soins infirmiers et aides-soignants de Blois, qui nous accueille dans ses locaux. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Madame la députée du Pas-de-Calais, Brigitte Bourguignon, élue de la République En Marche et présidente de la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale. Je salue la présence dans la salle de plusieurs élus. Excusez-moi si je ne vous cite pas tous, mais on ne peut pas ne pas citer Monsieur le maire de Blois, Marc Gricourt, d'autant plus qu'il a plusieurs casquettes aujourd'hui, puisqu'il est aussi le président de la Fédération hospitalière du Centre Val-de-Loire et président du conseil de surveillance de l'hôpital de Blois. Nous avons aussi avec nous Madame Giboteau, qui est vice-présidente du conseil départemental de Loir-et-Cher, en charge des solidarités et de l'action sociale. Bien, écoutez, M. Couteau, à vous dire quelques mots. Bonjour à tous, je voulais vous souhaiter à tous la bienvenue au sein de l'Institut, un institut qui se veut ouvert sur le territoire. C'est 500 étudiants au sein des sites de formation de Blois, de Romorantin et de Montoire, donc, des étudiants en soins infirmiers, des élèves aides-soignants qui se forment en alternance donc au sein de l'Institut et au sein de 80 structures et 170 terrains de stage. Je voulais remercier d'ailleurs quelques maîtres de stage que je vois ici et quelques directeurs d'établissement. Merci à vous donc, pour contribuer au quotidien à la formation des futurs professionnels de santé. Je voulais insister sur 3 points, vous dire qu'aujourd'hui, participer à cette table ronde sur l'accès aux soins, c'est aussi insister sur la nécessaire dimension de prévention et les soins préventifs. Le 12 juin aura lieu ici le séminaire du Collégium Santé, Centre Val-de-Loire, le premier séminaire sur le service sanitaire, où des étudiants paramédicaux, étudiants infirmiers, étudiants kinés, mais aussi des internes en médecine, des étudiants pharmaciens, des étudiants de sage-femme viendront échanger sur leurs pratiques et sur la mise en œuvre du service sanitaire, notamment à travers des thématiques orientées sur la prévention des addictions, la nutrition, la contraception. Et puis je vois les étudiants kinés, une thématique sur l'activité physique, et notamment à travers Boost en EHPAD. Voilà, donc une orientation essentielle sur la prévention. Aussi, une orientation au sein de l'Institut sur l'interprofessionnalité, comment faire travailler ensemble les différentes professions de santé, les paramédicaux et les médicaux, parce que échanger aujourd'hui sur l'accès aux soins, c'est l'accès aux soins au sens large. Et avoir accès à un médecin, mais pas avoir accès à un infirmier ou à un kiné, c'est problématique, et dans l'autre sens aussi. Avoir au sein de certains territoires des paramédicaux et plus médicaux, ça pose problème, et c'est donc une notion qu'il faut envisager vraiment au sens large, et on a à cœur de faire travailler les professionnels de santé ensemble au sein de l'Institut, à travers notamment des enseignements communs. Et puis le dernier point, c'était la dimension sociale qui est essentielle aujourd'hui. L'accès aux soins est freiné par des problématiques sociales. On a des personnes qui renoncent à des soins suite à ces problèmes, tout comme on a des étudiants qui aujourd'hui interrompent leur formation pour des problématiques sociales. Et je voulais remercier la région qui nous permet, notamment la région Centre-Val-de-Loire, qui nous permet à travers le Fonds social étudiant, de pouvoir apporter en urgence justement des fonds pour les étudiants qui ont des problématiques sociales, pour leur permettre de continuer leur formation et donc après de pouvoir participer aux soins des usagers. Voilà, un grand merci à vous, et puis je vous laisse la parole. Oh, la parole, on va la redonner tout de suite à Madame Rosemarie Minaillot, qui est présidente de la Mutualité française Centre Val-de-Loire, et donc à l'initiative de cette matinée avec la Nouvelle République. Madame Minaillot, c'est à vous.
Monsieur le maire de Blois, Monsieur le directeur de l'ICSI, Monsieur le directeur du centre hospitalier de Blois, je ne l'ai pas rencontré, mais peut-être qu'il y a un représentant, Madame la conseillère régionale, Monsieur le directeur départemental de la Nouvelle République du Loir-et-Cher, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs. Madame la Présidente, je tiens particulièrement à vous remercier d'avoir accepté notre invitation pour intervenir sur le thème de l'accès aux soins dans les territoires, justement dans les territoires, enjeux et perspectives. Lors des précédentes élections présidentielles et législatives, la Mutualité française, à travers son observatoire Place de la Santé, a été en mesure de dresser un bilan exhaustif en matière des préoccupations prioritaires des Français. 520 000 Français ont été consultés à cette occasion. L'inquiétude première semble porter sur le reste à charge, après remboursement bien sûr de la sécurité sociale et des complémentaires santé. Les Français souhaitent pouvoir bénéficier de la bonne prise en charge, du bon accompagnement, au bon moment et là où ils vivent. Or, l'augmentation des remboursements pris en charge par les complémentaires santé a provoqué, tout le monde le sait, la hausse des cotisations, avec pour conséquence, au mieux, la crainte de ne pouvoir se soigner, mais souvent un renoncement aux soins. Et tout cela amplifié par le déficit annoncé de médecins sur certains de nos territoires. Au cours des journées de rentrée de la Mutualité française à Nancy, en 2017, nous avons prolongé ces démarches, toujours grâce à Place de la Santé, cette fois-ci l'Observatoire, avec l'ambition de construire un document clair, synthétique, exposant deux visions de la santé des Français, leurs ressentis et les faits, comparant le chiffre à l'opinion, l'objectif au subjectif, le prix réel de la santé à l'expérience vécue de l'accès aux soins. Alors il a mis en évidence des différences de tarifs d'un territoire à l'autre et pour des prestations de soins identiques. Les constats effectués sont sans appel, les inégalités réelles et ressenties, elles continuent de croître avec des disparités inacceptables dans plusieurs domaines que vous connaissez, l'optique, les prothèses dentaires, auditives et les dépassements d'honoraires. Alors un constat qui soulève des questions nombreuses, auxquelles Madame Brigitte Bourdillon apportera, je l'espère, des éléments précieux de réponse. Notre système de protection sociale et de santé est confronté à des défis majeurs. Je les résume très rapidement. Le vieillissement de la population et l'augmentation du nombre de patients atteints de maladies chroniques, la capacité d'intégration à des innovations technologiques, l'adaptation de notre système de santé pour intégrer la prévention et la promotion de la santé, le décloisonnement de l'offre de soins entre ville, hôpital, secteur social et médico-social, qui reste à amorcer, des modèles de financement en silo, principalement basés sur l'activité produite et qui n'incitent pas à la coordination des prises en charge, ce qui conduit à de réelles pertes d'efficience. Des dépenses de santé particulièrement élevées, avec des marges de progrès importantes à réaliser. Et tout cela dans un contexte budgétaire contraint, avec une évolution de l'ONDAM inférieure à l'évolution de la dépense réelle, qui ne permettrait pas de couvrir les besoins de santé à horizon 2030, si on reste à un niveau de qualité équivalent. Alors, au-delà du secteur assurantiel, le mouvement mutualiste est aussi un acteur de terrain, pas toujours très connu, mais présent aux différents échelons de la chaîne de santé et du bien-être. Avec 2600 établissements de services de soins et d'accompagnement mutualiste, dont 125 en région Centre-Val de Loire, nous sommes aussi le premier acteur privé en promotion et promotion de la santé. Cette présence à tous les niveaux de la chaîne et sur tous les territoires n'a pas d'équivalent et nous positionne déjà comme interlocuteur privilégié des acteurs locaux lorsqu'il s'agit de proposer des prises en charge de qualité et des tarifs maîtrisés. Aux côtés des partenaires sociaux et des acteurs associatifs, nous militons pour une protection sociale universelle qui participe au développement de la société et de l'individu et pour la mise en œuvre d'un socle commun de droits au plus haut niveau qui s'inscrit dans un projet solidaire à l'opposé des logiques caritatives ou individualisantes.
Madame la Présidente. Avant de vous laisser la parole, je tiens particulièrement à remercier les personnes qui ont permis la réalisation de cette matinale. Olivier Cerbère-Laurenzé, directeur du centre hospitalier de Blois. Marc Pontecouteau, merci, directeur de l'Institut de formation aux soins infirmiers et aides-soignants. Et merci de nous accueillir pour la deuxième fois dans vos locaux. Pour finir, permettez-moi de saluer la présence des étudiantes et étudiants dans cette salle. Ils sont les professionnels de demain. Cet événement est aussi pour eux. Je vous remercie. Merci Madame Minaillot. Écoutez, vous avez très bien dressé le cadre du débat qui va être le nôtre. Alors voilà maintenant comment les choses vont se passer. Je vais interviewer pendant environ 40 minutes Madame Bourguignon. Alors merci au public de respecter cet ordre et de ne pas intervenir pendant ce premier volet. Il est prévu, rassurez-vous ensuite, 1 heure d'échange avec la salle. Donc vous pourrez poser vos questions tout à l'heure. Voilà. Alors à 10h30, nous aurons terminé puisque Madame Bourguignon a d'autres engagements à suivre. Bien, on va rentrer dans le vif du sujet. Avec, évidemment, vous n'allez pas être surpris, la question de la désertification médicale. Madame Bourguignon, le Loir-et-Cher et la circonscription dont vous êtes l'élu ont pour point commun de faire face à des difficultés croissantes en la matière, et notamment en ce qui concerne plus particulièrement la médecine de ville. Alors, à votre avis, comment inciter dès la faculté les étudiants à s'intéresser à ces territoires? Beaucoup d'aides sont déjà en place avec des résultats parfois mitigés. Alors, qu'est-ce qui fonctionne vraiment? D'abord, bonjour à toutes et tous et merci de me recevoir ce matin. C'est beaucoup d'honneur que vous me faites et puis bon appétit parce que j'ai l'impression que personne n'ose toucher à son petit déjeuner. Non, mais tout ce qu'on va se dire aujourd'hui, c'est de manière décontractée, parce que je crois que dans cette problématique de désertification médicale, beaucoup de chemins sont en train de converger, qu'ils viennent des collectivités territoriales, qu'ils viennent des jeunes praticiens ou qu'ils viennent parfois des facultés qui commencent à sensibiliser les jeunes médecins à l'attrait d'une installation en ruralité. Rien ne pourra se faire sans l'autre, si j'ose dire, et personne n'a la solution vraiment toute faite et idéale sur un territoire donné, parce que chaque territoire est différent, et vous le savez, et chacun aura un problème vraiment différent. Il faut travailler, à mon avis, il y a plusieurs choses. D'abord, culturellement, sur les jeunes médecins en devenir, parce que il faut créer l'appétence et l'attractivité. Il ne suffit pas de dire nous allons faire une belle maison de santé et vous allez tous venir chez moi. Encore faut-il qu'à la genèse même et pendant les études, on leur donne envie. Alors ça repose sur beaucoup de choses. D'abord, ne pas vendre, c'est ce que j'essaie de faire en tout cas, son territoire comme un territoire désertique où il n'y aurait rien, parce que quand on va parler comme ça, ou quand on parle comme ça de vos territoires dans les médias ou ailleurs, vous imaginez bien que ça ne crée pas l'envie. Enfin, moi je suis jeune, j'ai 24 ans, je fais des études, j'ai pas envie d'aller m'installer dans le désert dont on me décrit qu'il n'y a rien, que c'est loin de tout, que c'est la misère sociale. Qui aurait envie d'y aller? Donc commençons déjà par parler de nos territoires autrement. Moi, c'est ce que j'ai essayé de faire au sein des facs de médecine dans mon coin, et aller leur parler de nos territoires en montrant ce qu'ils ont d'intéressant, d'attractif et de moderne, parce que souvent il y a une image un peu passéiste des territoires ruraux et isolés, alors que très souvent, au contraire, nous offrons une qualité d'abord de vie, et puis une qualité aussi d'installation potentielle pour des jeunes médecins en devenir. La deuxième chose, c'est aller travailler aussi sur, et ça ne se faisait plus, sur les stages de médecine générale au cours du parcours universitaire de ces jeunes. Il n'y en avait plus, ou alors on était à 20-30% de jeunes qui allaient en stage de médecine générale pendant leur cursus universitaire, ce qui était quand même ne pas créer non plus l'appétit pour la médecine générale qui, à mon sens, d'abord devait retrouver ses lettres de noblesse auprès de cette jeunesse où on doit leur apprendre que la médecine, la relation avec la patientèle, c'est le cœur du métier. C'est bien de former des super techniciens, des super médecins qui seront très forts dans des services. C'est encore mieux de leur apprendre d'abord que ce sont des médecins de médecine générale, et que la médecine générale, ce n'est pas un sous-métier, parce que moi j'ai déjà entendu
des doyens de faculté parler à des élèves en leur disant que finalement, s'ils ne sont pas bons, ils feront médecine générale. C'est gravissime, parce que c'était justement le cœur du métier. Et pendant des années, cette petite musique-là, elle s'est installée progressivement et a fait que, c'est pas trop étonnant, dans notre pays, on se retrouve avec une pénurie de médecins généralistes, mais alors par contre avec beaucoup de spécialistes parfois, qui partent d'ailleurs plus loin parce qu'ils s'installent dans des endroits plus dorés. Donc voilà de quoi nous souffrons, de la culture, du manque de messages finalement positifs à cette population de futurs médecins, et puis aussi peut-être parfois on aurait besoin d'avoir plus de médecins qui s'engagent à former les futurs médecins eux-mêmes pour passer le relais un jour, parce que plus nous aurons des médecins référents qui acceptent cette idée, c'est pas très simple, mais ça commence à se développer, et moi je m'aperçois que dans les territoires où nous avons des médecins qui s'engagent dans ce tutorat un peu des futurs médecins et qui sont des accueils de stagiaires, eh bien les médecins viennent s'installer quand même plus facilement parce qu'ils ont pris l'habitude, ils commencent à connaître leur clientèle et le climat s'installe. Donc il y a quand même des choses comme ça à valoriser parce que, vous l'avez rappelé, il y a un panel d'aides financières possibles et d'aides à l'installation. Ça va dans l'aide du contrat de service public pendant les études, à condition qu'ils s'engagent bien sûr à s'installer dans des zones sous-dotées. On est allé depuis 10-15 ans dans toute une série de mesures incitatives à l'installation ou même à reprise de cabinet ou à faire des études pour aller vers la médecine générale et dans des zones sous-dotées. On s'aperçoit que ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, mais moi je suis toujours une éternelle positive et ça me joue des tours parfois, mais c'est pas grave. Et je continue de penser que ça frémit. Ça frémit parce qu'on en parle de plus en plus, on en parle différemment, et je m'aperçois que cette petite musique entre doucement, mais sûrement. Nous sommes repassés de 30% de stagiaires en médecine générale à 100%. Tous les étudiants en médecine font aujourd'hui un stage de médecine générale. Ce qu'on n'a pas encore gagné sur ces stages de médecine générale, c'est qu'ils ne les font pas encore suffisamment dans des zones rurales. Et c'est ça, c'est le futur challenge, c'est celui-là maintenant, c'est d'aller aussi vendre un peu nos structures, nos possibilités d'accueil. Alors, moi, ce que j'ai fait dans ma circonscription il y a 2 ou 3 ans, c'est que je suis allée directement dans les facs de médecine à la rentrée scolaire. Alors, ça leur a fait tout drôle parce qu'on est arrivé avec nos écharpes dans la fac et puis on leur a offert des pommes bio, les images de la Circon, tout ce qu'il pouvait y avoir d'attractif dans mon territoire, et j'ai de la chance d'avoir un très beau territoire touristique, et leur montrer aussi que toutes les aides possibles, parce qu'on s'est aperçu finalement, ils étaient en 6e année et ils ne connaissaient même pas la liste des possibilités qu'ils avaient pour être aidés dans leur installation ou aidés pendant leurs études. C'est quand même embêtant d'arriver au milieu du cursus de ces gamins-là et qui ne savent pas qu'ils peuvent bénéficier de tout ça pour pouvoir s'installer. Il faut commencer quand même par cette information. Et des rencontres avec les doyens aussi qui ont accepté que la 2e année, on revienne faire cette expérience, parce que là, on les avait un peu surpris. Et en travaillant avec eux, ils m'ont permis de le faire dans l'amphi. Et la 2e année, j'y suis retournée, toujours avec un document qu'on travaille ensemble, avec tous les points où j'ai besoin de médecins dans la circonscription, où on peut les accueillir. Et on est allé avec 2 jeunes qui venaient de s'installer sous des formes différentes. Un qui avait bénéficié du contrat de service public et une autre qui faisait plutôt du remplacement, vous savez, comme ce contrat très souple, qui ne vous impose pas de vous installer, mais qui vous permet quand même d'être l'assistante d'un médecin avec votre propre feuille de soins et votre nom et la patientèle qui peut commencer. Et si ça vous intéresse, vous vous installez. Je suis allée avec ces 2 cas de figure qui ont pu répondre, elles et lui, très directement aux étudiants. Et pour le coup, ils étaient mieux placés que moi pour leur répondre sur des trucs très techniques, leur apprendre que, bah oui, on n'est pas tout seul quand on est sur un territoire. Leur expliquer aussi à ces jeunes médecins et à ceux qui n'auraient pas encore envie de s'installer, leur expliquer qu'ils ne seront pas seuls sur un territoire. C'est fini maintenant, et il faut se le dire, le médecin seul dans son cabinet, on n'y arrivera plus, parce que, oui, cette nouvelle génération n'a plus envie de travailler comme on travaillait
les premiers médecins qui s'installaient dans les campagnes et dans les villes aussi d'ailleurs. Aujourd'hui, ils ont envie d'être au moins en partenariat avec quelqu'un et aussi de disposer de l'équipe pluridisciplinaire autour. Ils ont besoin des infirmiers libéraux, ils ont besoin des kinés, ils ont besoin des pharmaciens, ils ont besoin de tout ce qui peut accompagner un parcours de soins et qui soit suffisamment fourni pour leur permettre de travailler correctement. Donc forcément, quand on arrive à leur montrer que tout ça est là, parce que moi j'ai dans mon secteur une association qui s'est créée avec dentistes, kinés, infirmiers libéraux et quelques médecins qui ont créé une association qu'ils ont appelée UPSA. C'est rigolo. Parce que c'est Ardres, la commune où ils ont fait cette association. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils font de l'accueil, des petites soirées un peu thématiques, etc., pour que les jeunes qui viennent soit en stage, soit qui ont peut-être l'intention de s'installer, soient sensibilisés au fait qu'ils ne seront pas seuls, qu'ils seront comme dans un service, éclatés, mais ils ont de toute façon toute l'équipe pluridisciplinaire autour d'eux. Voilà. Et que vous voyez, quelquefois, on n'a pas toujours besoin d'avoir la super maison de santé, mais qu'on peut avoir quand même un cabinet commun avec tout ce qu'il faut autour, à condition qu'on montre bien que tout est là. Donc, quand on sait leur expliquer tout ça, le chemin se fait. C'est compliqué, c'est un peu long. On n'est toujours pas non plus dans l'obligation faite par la loi, mais on avance vers quelque chose qui doit être plus complet dans ce qu'on a à proposer à ces jeunes pour les sensibiliser à l'avenue dans nos territoires. Juste trop long ? Non, merci. Alors, mais on va même rebondir puisque vous venez d'évoquer la formation et l'installation. Alors, sujet d'actualité dans ce département de Loir-et-Cher, à l'instar de ce qui se pratique déjà dans le département voisin de la Sarthe, nous avons un EPCI, une intercommunalité donc, qui envisage de financer en partie le cursus en Roumanie d'étudiants en médecine francophone, qui s'engagent en retour à s'installer sur le territoire pendant plusieurs années au minimum. Alors qu'en pensez-vous et que pensez-vous de la situation de ces étudiants français qui sont obligés de s'expatrier en Roumanie pour suivre leurs études de médecine ? Je suis très réservée sur ça. Évidemment, ça tient aussi, on ne va pas se le cacher, d'un problème chez nous avec le numerus clausus. Et ça, peut-être faut-il le déverrouiller. La discussion est ouverte là-dessus. Je fais partie de celles qui pensent que oui, il faut le déverrouiller, mais que ça ne répondra pas de toute façon aux problèmes d'aujourd'hui, parce qu'il faut 11 ans pour former un médecin, et que donc, même encore qu'on le fasse aujourd'hui, c'est pas ça qui va régler le problème dans les années qui suivent, mais il faut l'envisager, ça c'est clair. On éviterait quand même ce genre de dérive aujourd'hui, si on peut l'appeler dérive. Quand on en est là, et moi j'ai le même cas chez moi, où ils sont obligés effectivement d'avoir recruté un médecin étranger. On n'a pas beaucoup de retours sur expérience sur ce sujet. Je ne peux pas juger de la qualité, ni même du niveau finalement de ces études ailleurs. On n'a pas suffisamment de retours pour le dire. On a toujours un problème aussi de validation finalement des diplômes lorsqu'ils reviennent, vous le savez, de transposition. On a quelquefois des conventions avec certains pays et pas d'autres. Donc je reste très réservée là-dessus. Peut-être est-ce qu'on se trompe, peut-être que c'est bien, mais pour l'instant, moi je ne jugerai pas de cette expérience. Je trouve ça toujours dommage, de toute façon, quel que soit le cas de figure et quelles que soient les études, on soit obligé d'en être là. Vous savez, il y a d'autres études dans des carrières sanitaires et sociales. Moi qui suis plutôt dans les Hauts-de-France, certains vont en Belgique pour faire leur diplôme parce que c'est plus simple. Se pose toujours la validation des diplômes après. Donc ça, il ne faut jamais le perdre de vue quand même. Mais bon, j'espère qu'on réglera nos propres problèmes ici pour éviter ce genre de fuite. Entendu. On peut passer maintenant à la double question financière finalement. Alors les collectivités locales qui ont déjà beaucoup de dépenses par ailleurs, et les élus qui sont ici le savent bien, seront-elles amenées à consacrer un budget encore plus conséquent pour favoriser l'installation de médecins ? Est-ce bien leur rôle ? Et puis, une question un peu connexe malgré tout. Ici, comme dans beaucoup de départements, se pose la question des synergies entre plusieurs établissements hospitaliers, ce qui peut entraîner des crispations entre territoires voisins. Alors, comment amener chacun à travailler ensemble sans se sentir dépossédé ? Il y a beaucoup de questions dans une. Sur la première, c'était surtout... Oui, sur l'engagement des collectivités locales qui est finalement plus en plus important.
tout à l'heure, ce que je vous disais, c'était que chacun allait dans le même sens finalement. Pourquoi? Pour l'intérêt général. Je crois que tout le monde est d'accord aujourd'hui que personne ne travaille l'un contre l'autre, mais justement que tout le monde essaie de trouver la meilleure solution. Et c'est assez dentelé, vous savez, comme réponse. On ne peut pas dire super, on a trouvé la formule magique, on va mettre des maisons de santé partout, ça va super bien marcher. Donc les collectivités, elles font ce qu'elles peuvent et elles font bien. Moi, ça fait des années que je regarde ce qu'elles font. Je trouve ça assez intéressant parce qu'elles ont trouvé par endroits des modèles plus souples qu'une maison de santé. Parfois, ça peut être des locaux mis à disposition de leur propre commune, ça peut être... et je trouve qu'elles sont allées de plus en plus loin vers la recherche d'attractivité pour leur territoire, pour faire venir à elles soit des médecins, soit des cabinets. Les maisons de santé pluridisciplinaires, c'est vrai que c'est une belle solution par endroit, lorsque plusieurs communes le désirent. Donc ça relève beaucoup plus des intercos, évidemment, et puis ça relève aussi après, au-dessus de l'ARS et d'un super beau maillage territorial, parce qu'il ne faudrait pas non plus qu'il y ait une demande, parce qu'on a vu aussi ça par endroit, où 3 maisons de santé se faisaient dans un territoire très rapproché, et ça n'a aucun sens, parce qu'une maison de santé pluridisciplinaire, certes, elle est de la volonté, quelquefois, de l'intercommunalité ou même d'une commune, mais elle doit être aussi une volonté de médecins aussi, parce que si vous n'avez pas cette association-là, ça ne fonctionne pas. Parce que vous pouvez faire toutes les plus belles maisons du monde, vous n'aurez pas les médecins dedans, de toute façon, s'il n'y a pas au départ un projet commun. Et les meilleures maisons médicales que j'ai pu rencontrer, elles viennent des deux, c'est-à-dire d'un projet commun et de l'équipe pluridisciplinaire autour qu'on oublie souvent, parce que s'il n'y a pas aussi cette équipe pluridisciplinaire, ça n'a aucun sens. Ça ne s'appelle pas maison de santé déjà. Et c'est bancal, il manquera toujours quelque chose. Donc pour qu'on ait une offre intéressante et attractive, et que les collectivités qui désirent s'engager dans ce schéma-là soient gagnantes, parce qu'au bout d'un moment, vous savez aussi que c'est un coût énorme, vous l'avez rappelé, financé pas mal quand même, lorsque le maillage n'est pas trop... justifie cette implantation-là, et puis qu'il y a une volonté en même temps de médecins qui s'impliquent dans ce projet. En général, ça coûte, mais il y a aussi une implication financière des médecins. Donc c'est un coût qui vaut la peine parfois, qui ne doit pas reposer que sur les seules collectivités, ça on est bien d'accord là-dessus. Et puis en plus, ça fait partie de toute façon des engagements présidentiels et du ministère, de la ministre de la Santé, que d'aider à accompagner ces projets-là. Donc quand tout s'accompagne, je veux dire, c'est toujours un tir groupé, si j'ose dire, parce que quelquefois, ça émane même d'un projet uniquement médical, qui ne repose que sur une association de médecins. Ça peut arriver aussi par endroit que ce soit une volonté commune de s'installer ensemble pour produire quelque chose de plus neuf, de plus moderne et de plus attractif. Donc vous voyez, non, ça ne doit pas reposer que sur les seules collectivités, parce que c'est un devoir de l'État aussi que d'offrir un maillage suffisant d'offres de santé sur les territoires, parce que tout est lié. Et ce que vous me dites après sur les tensions entre territoires qui peuvent exister, elles naissent aussi parfois, tout simplement en même temps, d'un mauvais maillage territorial d'une offre de santé. Donc forcément, après, tout repose après sur l'hôpital, et vous le savez, parce que ça met en difficulté beaucoup de services d'urgence aujourd'hui, que de ne pas avoir d'offres suffisantes, de ne pas avoir travaillé suffisamment sur les territoires, parfois, et ce n'est pas de la faute des collectivités, loin s'en faut, mais d'avoir finalement laissé trop longtemps s'installer cette sous-dotation, si j'ose dire, en accès à la santé, quel qu'il soit, fait qu'on engorge forcément des services hospitaliers à outrance aujourd'hui, et quelles sont toutes les urgences de France, vous le diront, c'est enfoncer une porte ouverte que de le dire aujourd'hui, elles ont aujourd'hui des recours aux urgences qu'on pourrait largement éviter. Donc oui, il y a eu des tensions entre territoires, moi je connais dans mon département aussi, qui ne se sont pas faites dans l'intérêt général, loin s'en faut. Et les groupements hospitaliers territoriaux, à mon avis, sont des solutions parfois qui permettent au moins qu'une réflexion correcte soit menée et que chacun y trouve un intérêt, en tout cas, ne déshabille pas son territoire pour autant, mais qu'il y ait une réflexion intelligente de groupements hospitaliers. On voit bien que ça donne des résultats à certains endroits beaucoup plus intelligents
Et puis surtout, toujours dans l'intérêt général. C'est surtout ça qu'on doit voir pour aller vers des groupements hospitaliers de meilleure qualité, avec une offre raisonnable Chacun peut avoir une spécialisation d'ailleurs dans ces groupements hospitaliers. Entendu. Une question technique maintenant. Quelle est votre opinion sur la télémédecine et plus globalement sur les nouvelles technologies de médecine à distance? Est-ce que c'est quelque chose qui peut être pérenne pour les territoires pauvres en médecins? Alors, la télémédecine, de toute façon, on y est déjà. Elle existe, et ce serait nier l'évidence et être très hermétique au progrès que de dire que ça n'existe pas. Ça existe. Pour moi, ce n'est pas la solution, c'est un outil, un bel outil qui peut répondre à une urgence, qui peut répondre à un pré-diagnostic, qui peut répondre aussi quelquefois même et éviter un déplacement parfois inutile et qui évite des situations de crise parfois. Donc oui, la télémédecine a démontré sa capacité à répondre à certains besoins. J'y mettrai juste un bémol, je suis très sensible, et surtout dans ce domaine de la santé, à l'aspect humain. Et même si on a l'image et la parole, malgré tout, il y aura toujours derrière la nécessité d'une consultation, la nécessité d'un vrai contact. Mais le développement de la télémédecine est essentiel, à la fois pour les territoires sous-dotés et pour les territoires tout court, parce que c'est une première des réponses. Mais pour moi, la télémédecine, je la vis comme un outil au service de la santé, parmi les autres. Et ce n'est pas la solution à tout, et notamment, par exemple, pour les personnes âgées, il y a quand même des démonstrations qui sont faites aujourd'hui, c'est très intéressant, et il ne faut pas croire qu'elles sont hermétiques du tout à ces sujets-là, loin s'en faut. Les personnes âgées, elles évoluent avec nous, et elles ont bien compris, elles sont dans l'air du temps, et elles ne sont pas en dehors du temps, et elles se sont mises à toutes les nouvelles technologies comme nous, et j'espère qu'elles le revendiquent d'ailleurs, les personnes âgées, parce qu'il n'y a pas de raison, elles ne sont pas en dehors des clous aujourd'hui sur ces sujets-là. Donc la télémédecine, ça leur parle aussi, on a déjà regardé ça, mais encore une fois, pour moi, c'est un des outils à la disposition parmi le panel d'outils dont nous devons nous emparer, et vous savez, de toute façon, elles sont là, les technologies. On va aller très très loin, et ça peut être aussi une très belle solution aussi pour ce qu'on souhaite aujourd'hui pour accompagner aussi les politiques du vieillissement et du maintien à domicile le plus longtemps possible. Vous savez très bien que le souhait de tout à chacun, c'est de rester le plus longtemps possible au domicile dans les meilleures conditions. Et les EHPAD qui aujourd'hui souffrent, ils sont en souffrance. Les EHPAD, on le sait, on n'a pas maîtrisé depuis 10-15 ans cette évolution de ces EHPAD qui maintenant accueillent des pathologies extrêmement lourdes parce que justement on va de plus en plus loin à domicile, et tant mieux, hein, et on vieillit plus longtemps, oui. Mais les pathologies aujourd'hui d'entrée en EHPAD sont plus lourdes parce qu'évidemment des gens beaucoup moins autonomes. Et pourquoi on va en maison? Soit parce qu'il y a des maladies neurodégénératives, soit parce qu'il y a un handicap trop lourd qui ne vous permet plus de rester à domicile. C'est toujours une décision difficile qu'on ne doit pas faire de manière culpabilisante pour les familles. Vous savez bien comme moi que c'est souvent vécu comme tel, mais qu'au contraire, on doit accompagner au maximum pour que le maintien à domicile soit de qualité. Donc, toutes ces solutions d'aujourd'hui, télémédecine, domotique, on ne mesure pas cette économie nouvelle qui est en train de naître dans notre pays et qui va aller très très loin pour permettre aux personnes âgées de rester chez elles, et c'est ce qu'elles souhaitent, y compris dans les soins qu'on n'imaginait pas pouvoir faire à domicile, comme les dialyses. Tout ça, aujourd'hui, commence à se faire avec surveillance, avec télésurveillance. Et ça se fait déjà sans aucun problème. Et quand on a connu chez soi des gens qui sont obligés d'être hospitalisés 3 jours en hémodialyse, alors qu'elles habitent à 150 mètres de l'hôpital, on se dit que c'est quand même dommage de ne pas pouvoir être surveillé correctement. Donc voilà, moi je sais que à mon arrivée à la commission d'affaires sociales, les 2 sujets dont je me suis emparée de suite en demandant des missions d'information immédiate ont été justement les EHPAD, parce que j'ai bien compris qu'il y avait un problème de suite, et puis la prévention, parce que vous parliez de la prévention tout à l'heure.
Et là, j'ai demandé à ce qu'une mission elle est en cours sur la prévention primaire, parce que vous le savez comme moi aussi, et vous l'avez dit, bien souvent, par une prévention accrue, que ce soit auprès des très jeunes, mais aussi auprès des personnes âgées dans leur évolution, et puis les personnes tout court, on éviterait beaucoup de recours à la médecine, parfois, voilà, sachant que le praticien reste la médecine de premier recours. Voilà. Vous avez évoqué il y a quelques instants le problème des urgences et les pistes pour y remédier. Juste un petit mot rapide. Qu'avez-vous à dire aux praticiens qui exercent dans ces services, on est ici à quelques dizaines de mètres de celui de l'hôpital de Blois, et qui vivent, en attendant d'éventuelles améliorations ultérieures, un quotidien difficile? Avant toute chose, moi, d'abord, je voudrais les saluer parce que ces services, que ce soit les infirmiers ou que ce soit les médecins ou que ce soit tout le personnel soignant, les kinés, font un travail absolument remarquable, et je pense qu'avec une capacité d'innovation et voire d'improvisation, on peut se le dire, chaque jour qui est remarquable et qui fait qu'on évite souvent des catastrophes. Donc moi, première chose, d'abord les saluer, savoir aussi qu'aujourd'hui on pourrait éviter cet engorgement par tout ce qu'on vient de se dire avant, quoi, parce qu'on sait très bien que le temps que tout ce chemin-là n'est pas parfait, n'existe pas, ou quand il y a trop de failles dans ces parcours finalement de soins et de territoire, eh bien on arrive à ces situations d'engorgement où aujourd'hui on va aux urgences pour une grippe, on va aux urgences pour une grippe intestinale, on va des tas de choses qu'on soignait auparavant à domicile. Mais pourquoi aussi? Parce qu'il n'y a plus beaucoup non plus de médecins qui répondent aux urgences, entre guillemets, qui ne répondent aux appels déjà, qui répondent aux appels le week-end, qui répondent aux appels le soir, qui répondent aux appels des parents qui ont un gamin de 42 fièvres et qu'il faut amener aux urgences. Donc, je veux dire, ça, ce sont des choses qu'on ne vivait pas avant. Donc, je pense qu'il faut rétablir, parce qu'on a beau faire tous les efforts du monde, les collectivités mettent des maisons de santé, nous essayer de cultiver l'appétence pour la médecine générale chez les jeunes, si au bout du compte, après une belle maison et l'installation des médecins, vous n'avez pas cette permanence de soins, le soir, le week-end, des gens qui vous répondent, mais évidemment, vous continuerez d'aller aux urgences, vous continuerez d'aller vers là où on veut bien vous recevoir et là où on veut bien vous répondre. Et eux n'ont pas le choix, parce qu'eux doivent vous répondre et doivent vous recevoir. Et c'est sur eux que repose toute la responsabilité, à la fois du premier diagnostic, parce que ça aussi c'est pas simple, parce qu'on leur fait porter une responsabilité énorme, dans la mesure où eux aussi doivent ne pas se planter, parce que s'ils se trompent, vous savez bien les conséquences que ça peut avoir. Alors qu'on pourrait avoir les consultations qui existaient autrefois, à domicile ou même dans une maison de santé, à partir du moment où elle n'est pas très loin, mais cette permanence de soins qui n'existe plus aujourd'hui et qui fait défaut, eh bien, ça accompagne ce problème des urgences. Et franchement, je ne dis pas qu'on réglerait tout par ça, mais quand même, on sait très bien qu'aujourd'hui, on préférerait quand même que les urgences restent ce qu'elles sont, c'est-à-dire un service destiné à répondre à une urgence. Aujourd'hui, tout est devenu urgence. C'est ça qui est très embêtant. Oui, merci. Rebondissons maintenant sur le propos de Mme Minaillot tout à l'heure qui évoquait le remboursement des soins. Pour les patients, les usagers, certains actes coûtent cher, avec un remboursement qui peut être faible. Où en sont les négociations avec les différents acteurs concernés pour tendre à un reste à charge nul? Et puis, on a beaucoup de médecins dans la salle. Quel est votre avis sur le tiers payant généralisé? Alors, sur le reste à charge, vous le savez, c'était un engagement présidentiel, notamment sur ce qu'il y a de plus coûteux et dont les gens se détournent parfois, faute justement de moyens, à savoir tout ce qui est prothèses dentaires, prothèses auditives, qui sont encore plus onéreuses, et lunettes. Donc tout ça ne peut pas se décréter. On peut dire, nous tendons vers un reste à charge zéro, nous souhaitons aller vers un... Mais tout ça doit reposer sur une convention avec toutes ces filières et puis aussi un accord, parce que sinon ça ne fonctionnera pas. Alors c'est pas pour faire de la lèche à la mutualité française, mais beaucoup d'organismes mutuels et la mutualité française étaient quand même très en la pointe là-dessus et avaient déjà beaucoup de propositions dont le ministère s'est inspiré, évidemment, parce qu'on ne part pas de rien,
mais on partait surtout de certains constats. Et ils jouent le jeu. On ne peut pas dire que les organismes mutualistes aient envie de plomber, parce qu'ils savent très bien aussi que l'intérêt, et ça rejoint la prévention et ça rejoint les soins, de toutes ces prises en charge qui peuvent éviter des pathologies bien plus graves ensuite, parce que vous savez comme moi, plus on attendra pour des prothèses et plus le handicap sera lourd. Donc de toute façon, chacun a y gagné, si j'ose dire, quand on parle de santé. Donc les négociations ont commencé très vite parce que la ministre s'en est emparée, parce que c'est un vrai engagement auquel on tient. Et le premier accord est passé avec les dentistes, donc sur les prothèses dentaires. Ça ne se fait jamais sans mal. Ça vous vaut des courriers sympathiques en général, qui vous souhaitent tout le bonheur du monde, vous l'imaginez. Mais ça vaut la peine. Je veux dire, c'est dans l'intérêt général et on ne doit, nous, avoir que ça en tête, quels que soient nos horizons, quelles que soient nos façons de fonctionner. Et je pense que tendre vers le reste à zéro là-dessus, c'est déjà impératif. Vous imaginez bien que des prothèses dentaires, c'est pas du confort. C'est pas pour se faire plaisir parfois. Hein, c'est quand même extrêmement important parce que c'est lié à plein d'autres pathologies aussi que d'avoir des très mauvaises conditions de dentition, etc. Donc ça, c'est le premier conventionnement qui sera possible. Le deuxième, c'est sur les opticiens. Je crois qu'on y est presque. Je ne sais plus où on en est exactement. Et le troisième, ce sera les prothésistes auditifs. Tout ça est en cours. Tout ça va se faire là dans l'année. La première étant déjà actée. Et en juin, on devrait savoir un peu pour les opticiens aussi. Nous avançons sur ce sujet. Mais j'irais jusqu'à dire que ça va de pair avec le tiers payant généralisé. Parce qu'évidemment, si au bout du compte, des personnes continuent de ne pas pouvoir accéder à la santé parce qu'il y a ce problème d'avance de consultation, on n'y arrivera pas. Alors, ça a été repoussé un peu. Voilà, on est toujours dans le tiers payant généralisable et pas généralisé. Moi, personnellement, j'étais évidemment très favorable au tiers payant généralisé, ce que d'autres professions arrivent très bien à faire. Je ne comprends pas que pour les médecins ce soit si compliqué. Voilà, ça c'est mon opinion à moi, hein, c'est pas celle ni de ma commission ni de la ministre qui est plus prudente là-dessus et qui a accepté l'idée de repasser au généralisable parce que l'IGAS avait rendu un rapport disant qu'il y avait des difficultés dans la mise le rendre opérationnel, en tout cas, sur tous les médecins. Bon. Donc acte, mais je pense qu'il faut qu'on avance là-dessus, parce que de toute façon, ça restera un frein. Bien sûr qu'il faut aussi se dire que sont exclus du tiers payant, et sont déjà au tiers payant généralisé, les personnes enceintes, les gens qui ont la CMU, donc c'est pas non plus, faut pas faire une généralité de ce sujet, parce que les personnes les plus vulnérables, de toute façon, n'ont pas d'avance de frais à faire. Donc c'est pas le problème. Mais on oublie souvent que les salariés modestes, les travailleurs pauvres, et qui n'ont pas la CMU, eux, et qui quelquefois peinent à payer une mutuelle, voire même l'ont supprimée, eh bien, ça reste un problème. Donc il faut qu'on l'intègre. On aura beau aller vers le reste à charge zéro pour beaucoup de choses. L'offre de soins, ça commence aussi par l'accès financier aux soins. Parfait, merci. Écoutez, c'est impeccable, le timing est parfaitement respecté. Avant toutefois de passer aux échanges avec la salle, Madame Bourguignon, est-ce que vous avez un autre sujet que vous voudriez aborder avant de répondre aux questions du public? Non, je voulais juste dire que je trouve le format intéressant de cette réunion. Et comme je suis en train de chercher des idées pour faire des réunions chez moi, Très bien. Bah, écoutez, on va passer aux questions du public. Alors, eh ben voilà, une main se lève, le micro arrive. Voilà, hein, donc levez la main et le micro vous sera apporté. Monsieur. Bonjour, Mme Bourguignon, Frédéric Lenay. Je suis membre du comité de rédaction de l'Infirmière Magazine et de la revue Pédagogie médicale. Je vais revenir sur le deuxième point que M. Gendry a abordé et qui a suscité quelques murmures dans la salle concernant la formation des professionnels de santé, parce que il se trouve qu'il y a plusieurs études qui sont sorties malheureusement à l'étranger, très peu en France, concernant les bénéfices d'une formation de haut niveau et notamment universitaire
et qui était corrélée avec un certain nombre d'indicateurs de santé et de morbidité, comme les infections nosocomiales par exemple. Et la France s'est engagée, comme la plupart des pays européens, dans la formation, enfin l'universitarisation, c'est-à-dire la directive de Bologne, qui date de 1999, qui a été mise en place en 2000 dans plusieurs pays européens et même non européens comme la Suisse par exemple, qui a structuré plusieurs filières de formation au premier, deuxième et troisième cycle universitaire. Et j'aimerais avoir votre avis concernant le retard considérable que la France a pris dans ce domaine par rapport à ses partenaires européens. Selon vous, qu'est-ce qui fait frein aujourd'hui à l'universitarisation des professions de santé en France? Écoutez, la question est posée. Madame Bourguignon. J'ai évidemment pas la réponse à cette question de manière aussi éclairée. On a le même problème sur d'autres filières que je connais mieux. Je crois que quand même ça repose sur tout un système aujourd'hui dans notre pays, largement financé par les régions et adossé toujours à un hôpital la plupart du temps. Donc c'est les passerelles qui sont difficiles entre l'enseignement supérieur, vous le savez, et nos enseignements qui sont considérés parfois comme presque techniques par ces filières d'enseignement supérieur. Et nous, ce qu'on souhaiterait, et vous aussi je suppose, c'est qu'elles soient reconnues comme des diplômes plus universitaires qu'elles ne le sont aujourd'hui. C'est exactement le même problème qu'on a avec la filière sociale, les assistants sociaux, que là, pour lequel j'ai travaillé, et ça rejoint exactement ce problème. Ça ne nuit en rien à la qualité des enseignements donnés dans les établissements des IFSI. Moi, je voudrais quand même déjà remettre l'accent là-dessus. Ça ne nuit en rien. C'est plus en termes de reconnaissance qu'il faut le voir, et peut-être d'intervention de passerelle plus souple, on va dire, entre l'université et l'IFSI. Est-ce qu'avant, il n'y avait pas aussi une fermeture peut-être à cette idée de part et d'autre? Parce que vous savez comme moi que ces enseignements sont quand même spécifiques, et c'était pareil sur le social. Donc je fais le parallèle parce que ça revient un peu au même, où les IRTS sont un peu comme les IFSI, souvent adossés et financés par les régions, et sont faits par des professionnels qui se sont, au fil du temps, professionnalisés pour devenir eux-mêmes enseignants. Comment dire? C'est presque, entre guillemets, de l'entre-soi, qui n'est pas du tout, de ma part, un mépris quelconque, au contraire. Mais ce sont des formations qui ont toujours été finalement vues par l'enseignement supérieur un peu hybrides entre ce qui peut relever de la formation professionnelle et ce qui relève de la formation universitaire. Donc, qui était un cursus à part. Voilà. Et chacun a revendiqué finalement, à une époque donnée, ce particularisme aussi en même temps. Donc pour moi, ça ne remet pas en question la qualité des enseignements donnés au sein des établissements. Je ne crois pas que sous prétexte qu'il n'y ait pas cette harmonisation entre l'université et la formation IFSI, il n'y ait pas de formation dispensée auprès des élèves infirmiers sur les maladies nosocomiales. Ça m'étonnerait que ça fasse partie de leur cursus. Voyez-vous ce que je veux dire? C'est un exemple parmi tant d'autres, mais ça en fait partie. Moi, j'aimerais qu'on tende, un peu comme d'autres pays, effectivement, à faire en sorte de valider ces diplômes, comme vous êtes en train de le dire, avec des passerelles suffisantes avec l'université. C'est très dur à dire. Voilà, merci. Je ne dirais pas d'ailleurs, parce que c'est trop dur à dire. Mais j'ai exactement le même problème avec les filières paramédicales, sociales, qui elles aussi sont au milieu du gué, là, où nous avons enfin acté le fait qu'elles seront reconnues comme licence, pour le moins, dans un diplôme universitaire. Donc, ça n'est pas sans conséquence aussi sur la grille indiciaire de la fonction publique. Vous imaginez, lorsque nous travaillons dans un établissement public, où là, il y aura, de fait, tout de suite, la reconnaissance en catégorie A. Donc, ça n'est pas neutre non plus pour des collectivités, etc. Donc, voyez-vous, tout ça étant lié, mais moi je suis d'accord parce que c'était pareil pour les carrières sociales qui revendiquent les accords de Bologne, le fait d'être mis comme eux au même niveau, et on y est, nous en tout cas sur le social, je suppose qu'on va continuer sur le sanitaire aussi. Rien ne s'y oppose en tout cas. Merci. Une question au fond de la salle. Voilà, monsieur, le micro arrive.
Bonjour, je suis Laurent Defontaine, je suis un médecin à l'hospitalisation à domicile, mais je travaille aussi comme PH à l'hôpital en tant que médecin SMUR. On a beaucoup parlé de l'offre de soins, mais je m'interroge aussi sur la demande de soins. On est dans une société où on a l'impression d'avoir des interlocuteurs, en tant que régulateur SAMU par exemple, très anxieux, très pressés, très consommateurs et parfois déresponsabilisés. On a un symptôme qui évolue depuis plusieurs jours et au milieu de la nuit, ça devient une urgence. Il faut une ambulance immédiatement pour aller faire 6 heures de queue à l'hôpital. Je me demandais s'il y avait une réflexion sociétale qui était envisagée par le gouvernement sur ce point-là. Oui, parce que, alors on ne l'appelle pas comme ça, on parle de comportemental, mais c'est un peu la même chose, de prévention comportementale. Parce que c'est vrai que les syndromes se développent très vite. Et vous savez aussi, comme moi, comment on peut faire courir une angoisse très vite maintenant, par des réseaux sociaux, par des fausses nouvelles, qui viennent amplifier parfois des phénomènes de ce genre. Et en même temps, vous avez raison, aujourd'hui, on est dans l'immédiateté. Les gens veulent une réponse de suite, veulent ne pas avoir de fièvre plus de 2 jours. Avant, on savait très bien, ou avant, je ne suis pas de nostalgie, je ne suis pas vieillard, mais je veux dire, on sait très bien quand même. Je ne suis pas autrement que les autres. Hein. Quand on est parent, on est toujours super anxieux et on aimerait bien qu'à peine le cachet avalé, pouf, miraculeusement, le gamin se réveille avec rien. Donc voilà, on a du mal à peut-être aussi, est-ce qu'on manque d'explications parfois sur l'évolution logique de ce que vous avez, qui va prendre 2 jours, 3 jours, 4 jours. Et dès que ça excède 48 heures, on se dit ça c'est pas normal, donc je vais à l'hôpital. Voilà. C'est vrai qu'on est aujourd'hui dans un manque d'explications ou quelquefois à l'inverse, des explications qui peuvent être très anxiogènes. Donc il faut trouver le bon équilibre entre les deux, mais on est dans une société de l'immédiat, mais pour tout. C'est une société de consommation, de consumérisme, où tout doit être là de suite. On a à peine commencé une réflexion qu'il faudrait qu'on rende les conclusions demain. Quand on dit maintenant aux gens, nous allons commencer une mission là-dessus, oui, bon alors c'est quand vos conclusions? Attendez qu'on la fasse quand même. Oui, mais 6 mois, c'est long, quoi. On dit oui, 6 mois, c'est long parfois, mais ça fait 15 ans que ce problème existe et vous nous demandez à nous, en 1 mois, là, de vous donner la solution miracle qui, bien sûr, va régler tout. Voilà, on est dans cette société-là aujourd'hui. Vous avez raison. Beaucoup de problèmes qui, pour le coup, renvoient les personnes directement à l'hôpital sont liés aussi à cet exercice qu'on doit tous avoir, peut-être de pédagogie suffisante, d'informations plus éclairées parfois, soit s'il y avait des possibilités d'avoir des plateformes vraiment qui renseignent bien, mais oui, il y a toujours ce côté humain que vous ne trouvez dans aucune autre profession. Il faut quand même qu'on se le dise, que ce soit social ou sanitaire, cet échelon humain restera de toute façon et demeurera. On aura beau faire tous les plus beaux systèmes du monde, même si on vous rassure par téléphone, vous l'êtes quand même pas. Ça, c'est pas rationnel, hein, mais je suis d'accord. C'est difficile par contre à expliquer, mais on a toujours besoin de cette présence et de ce petit bout qui s'appelle l'ordonnance. Vous ressortez avec, même si c'est l'aspirine, ça va mieux. Donc c'est psychologique, mais si vous n'en faites pas, beaucoup de médecins le disent, hein, si je ne fais pas d'ordonnance, les gens sortent et disent mais je n'ai pas été soigné, quoi. J'ai pas eu mon ordonnance. Donc c'est très... Comme quoi la santé, il y a énormément de pourcentage de psychologie dans tout ça, et tout ce que vous dites revient à ça. Merci. On a demandé le micro à la table des élus avant. Madame Giboteau, vous voulez poser une question, je crois. Voilà. Merci, Monique Giboteau, vice-présidente du département, chargée de l'action sociale, des solidarités. Et je suis vraiment très heureuse de vous savoir présidente de la commission des affaires sociales, parce que vous avez un langage très adapté, un constat très juste de la réalité. Et vraiment, je veux rebondir et faire quelques petits ajouts sur ce que vous avez déjà exprimé. Pour l'attractivité du territoire, pour la recherche des médecins, évidemment, c'est essentiel. Il ne faut pas leur proposer qu'un hôpital ou qu'un cabinet ou qu'un regroupement de professionnels. Il faut bien sûr parler de son territoire. Et lorsqu'on reçoit des jeunes médecins, ils vous demandent ce qu'il y a en culture, ce qu'il y a en sport, ce qu'il y a en musée pour les enfants, les collèges, les lycées. Donc il faut bien sûr commencer par cela.
Et lorsqu'on fait de la publicité ou de la recherche de médecins, il faut, à mon avis, l'inscrire, l'imprimer dans un joli petit catalogue où il y a tout cela à lire avant de prendre une décision. Et ce qu'il est indispensable, à mon avis, d'ajouter, c'est une petite plateforme d'accompagnement à la famille lors de l'installation. Nous essayons de trouver du travail pour le conjoint, une place en crèche, un hébergement, et qu'ils aient au moins 3 mois de tranquillité lors de l'installation, y compris l'hébergement qui peut être gratuit et un cabinet qui ne va pas plus loin que 3 mois en gratuité. Alors ça, vraiment, c'est indispensable. Et puis les maîtres de stage. Je pense que c'est essentiel d'avoir des maîtres de stage. Dans notre département, nous pratiquons un petit soutien à la politique de cet accueil des médecins. C'est petit parce que le département ne peut pas faire à la place de l'ARS, de la région, de la CPM, mais envers les étudiants, nous leur apportons un petit financement de défraiement pour leurs 6 mois de stage dans le Loir-et-Cher, pour accompagner pour leur transport ou pour leur hébergement lorsqu'ils viennent de Tours ou d'ailleurs. En général, c'est apprécié. Ils sont aussi accompagnés, on leur cite les cabinets qui pourraient éventuellement les recevoir. Donc, ce sont des petites choses, mais comme vous dites, il n'y a pas qu'une solution, c'est bien l'addition de plusieurs solutions qui fera que nous retrouverons des médecins. Vous avez parlé du domicile, bien sûr, c'est le choix majoritaire des personnes âgées et handicapées. De plus en plus longtemps, on reste à domicile et l'esprit du Loir-et-Cher, c'est bien sûr de répondre toujours oui au choix de vie des personnes âgées. Ils sont en grande difficulté, nos personnels à domicile, et puis le tarif, bien sûr, n'est pas toujours adapté à l'association et au porte-monnaie d'usagers. Donc il faut une réflexion là-dessus, bien sûr, y compris pour les accompagnants. Parce que la loi ASV n'est pas complète, mais elle nous a apporté beaucoup, notamment dans les 2 nouvelles structures de la conférence des financeurs et le CDCA, que nous faisons bien vivre sur le département, mais j'attendais de cette loi quand même une réforme du reste à charge, notamment en EHPAD, et je crois que prochainement sera lancée une réflexion sur cette réforme, et je voudrais vraiment que le reste à charge pour les résidents en EHPAD soit abordé, et puis le problème de dépendance. Parce que la dépendance, il y a 10 ans, c'était accompagner une personne âgée en marchant à côté. Aujourd'hui, la dépendance, elle s'est médicalisée. Les personnes arrivent dans un état de santé très altéré, donc la dépendance s'est médicalisée et il y a un glissement de tâches. Donc il faut revoir, à mon avis, toute cette prise en charge médicalisée. Voilà, c'était le plus important. Et bien sûr, la conférence des financeurs permet la prévention dont vous parlez. Les plus de 60 ans, nous la faisons bien fonctionner sur le département. Il y a des ateliers très intéressants dans une gratuité totale. J'insiste là-dessus parce que c'est le sens de la loi, c'est l'esprit de la loi. Et le dernier problème que je voulais vous soumettre, c'est l'ambulatoire. La sortie de l'ambulatoire, donc est-ce que l'on va créer quelques lits pour éventuellement accueillir un jour, 2 jours les personnes qui sortent d'ambulatoire, qui sont trop âgées ou qui sont seules chez elles, plutôt que de revenir la nuit aux urgences ou le surlendemain aux urgences. Merci Mme Giboto. Mme Bourguignon, sur cette question d'ambulatoire et sur les autres, si vous le souhaitez. Alors, tout va dans le sens de l'ambulatoire, vous le savez, dans la réflexion qui est menée actuellement par la ministre, et l'idée aussi d'une sortie. Alors, il y a beaucoup de services de suite qui naissent avec quelques lits, mais pas suffisants. Tout le monde le sait, puisqu'on est toujours en difficulté avec une sortie qui n'est pas suffisamment appréhendée, et on se retrouve souvent avec cette difficulté. Donc il nous reste à trouver la bonne articulation entre cet ambulatoire qui est nécessaire et puis la suite et la sortie. C'est
c'est pas très simple non plus à trouver cette solution souple en désengorgeant des services et en trouvant la solution qui permet à la personne de retourner soit en domicile, soit en structure. Par contre, vous avez abordé quelque chose que j'ai oublié d'aborder, c'est toute la problématique des aidants. Parce que, on a parlé, vous l'avez appelé accompagnant. Vous savez aussi qu'il y a beaucoup d'aidants familiaux qui quelquefois sont même presque obligés d'arrêter leur activité salariée parce qu'ils préfèrent soigner quelqu'un de leur famille. Et on a ça aussi, j'ai lancé une mission en arrivant sur les aidants familiaux. On a d'abord voté de manière unanime une proposition de loi de l'UDI qui était don de congé, votre don de congé possible pour aider les aidants familiaux. Donc ça, c'est dans la loi maintenant. Une autre mission a commencé, je l'avais confiée à un autre de mes collègues parlementaires, qui a rendu son rapport sur les aidants familiaux en accent deux choses, sur la formation des aidants familiaux, parce qu'ils en ont besoin, ils ont besoin de support parfois, la formation, les répits possibles pour les aidants, et puis l'indemnisation. Évidemment, c'est plus compliqué. L'indemnisation des aidants qui n'est pas du tout chiffrée de la même façon par les uns et par les autres. Donc on a besoin d'y voir clair. Quelquefois, on est aidant sans le savoir. Des gens qui sont aidants sans même le revendiquer, parce qu'ils font ça par choix. D'autres le font par nécessité. Et du coup, il faut quand même qu'elles aient un statut, ces personnes. Et elles ont tellement, dans ce parcours dont on parle tous, qui se construit finalement, et qui se co-construit entre professionnels de santé, entre élus et entre patients, que tout ça va dans le même sens, si vous voulez. Donc les aidants, c'est une vraie problématique dont on s'empare aussi, parce que ça fait partie de l'offre de soins, si j'ose dire, dans un parcours de soins et dans un parcours d'accompagnement, notamment dans la dépendance, que ce soit pour les personnes victimes parfois d'accidents, parce qu'on pense toujours uniquement au vieillissement, etc. Mais vous pouvez vous retrouver demain aidant pour votre famille, ça peut arriver. Et tout ça, on ne le maîtrise pas encore bien. On a des chiffres un peu, moi j'ai eu deux chiffres complètement opposés, entre ça va de 230 000 millions ou milliards, j'en sais rien, à 550. Deux chiffres comme ça, moi ça ne me parle pas. Selon que ça vient de la source ministérielle ou selon que ça vient du rapporteur. Donc vous vous dites, bon, il doit y avoir un équilibre là, il doit y avoir un juste milieu qui peut nous estimer à peu près le coût que représente finalement une indemnisation possible des aidants familiaux. Encore faut-il qu'on y mette des critères aussi. Est-ce que vraiment on a arrêté de travailler pour ça? Est-ce que vraiment on a... Voilà, combien de temps on y consacre? Est-ce que, avec les autres services qui peuvent arriver? Donc la problématique des aidants viendra encore bientôt aussi sur nos pupitres parce que nous nous sommes engagés, et notamment par rapport au rapporteur qui voulait l'indemnisation de ces aidants, à aller plus loin et ça fait partie là des réflexions qu'on est en train de mener. Je ne sais plus ce que vous m'aviez encore demandé. Les glissements de tâches, oui. Alors, ça va de pair avec la réflexion sur le personnel soignant des EHPAD en souffrance, parce que moi je crois que, vous parliez des formations tout à l'heure, aussi bien des infirmiers, on est en train de revaloriser aussi les aides-soignantes, vous le savez, dans les projets qui sont là, et notamment pour les EHPAD, je crois quand même qu'il y a une sensibilisation différente à faire dans les cursus, pour qu'on ait vraiment des personnels dédiés, non pas imposés dans ces EHPAD. Ça veut dire qu'on y aille vraiment par choix, parce que c'est un métier, encore une fois, c'est quelque chose d'à part, si j'ose dire. Et moi, j'ai du mal à entendre que parce que, faute de moyens, il puisse y avoir de la maltraitance. Moi, je ne peux pas l'entendre, ça. Je ne peux pas l'entendre. Je peux entendre qu'on soit complètement débordé. Je peux entendre que ce soit très dur. Je ne peux pas entendre qu'on claque des gens dans leur lit, comme j'ai pu le lire dans des articles quand même un peu à sensation. Ça, je ne peux pas l'entendre. Parce que si je l'entendais, et si nous l'entendions sur des structures petite enfance, si on nous disait que faute de temps, on jette des gamins dans les parcs, j'imagine que ce serait le tollé. Et là, on le dit pour des personnes âgées, on dit oui, c'est de la faute des moyens. Oui, il y a une question de moyens. D'ailleurs, ils seront sur la table. Nous avons déjà revalorisé au dernier PLFSS le montant octroyé pour les EHPAD. Et là, il y a un effort encore supplémentaire de fait maintenant dans l'urgence.
donc dans le prochain PLFSS, ça sera renforcé, voire augmenté. Les moyens, ok. Mais après, allons plus loin quand même. Et vous avez raison, on est passé d'un problème d'accompagnement dans ces services à quelque chose de bien plus lourd, avec des soins beaucoup plus lourds, avec beaucoup de soins aussi, parce qu'il y a beaucoup de maladies neurodégénératives, beaucoup de soins de bien-traitance même, je dirais jusque-là, où on essaie d'accompagner pour le bien-être. Le bien-être a fait une grande part maintenant dans les parcours de soins. Et moi, j'ai rencontré beaucoup d'EHPAD dans ma circonscription qui ont été très blessés, finalement, de cette espèce de mouvement social, certes qui est né et qui était légitime, mais aussi de l'exagération qui a été faite dans certains propos. Parce qu'ils ont dit, nous aussi, on a du mal, nous aussi, on est tendu, mais jamais on s'est permis de maltraiter une personne âgée pour ça. Jamais on s'est permis de claquer quelqu'un au lit pour ça. Voilà, c'est vrai qu'on a moins de temps pour discuter, on a moins de temps qu'on aimerait avoir pour faire ce qu'on aimerait dans le relationnel, mais pour autant, on n'est pas tombé non plus dans la maltraitance. Donc je m'insurge contre ça, parce que je pense que nous aurions tort, sous des prétextes légitimes de revendication, de cautionner ce genre de discours. Parce que c'est pas possible. Parce que vos parcours, quand vous êtes soignant, c'est d'abord et avant tout, et c'est votre volonté, et vous avez envie de le faire au mieux, c'est de soigner, quoi. C'est sûrement pas parce qu'il y a des problèmes de moyens d'admettre l'idée qu'on pourrait devenir maltraitant. Ça, moi, je ne peux pas l'entendre. Rien ne justifie ça. Rien. Sûrement pas, en tout cas, les arguments avancés. Donc, tout ça fait qu'on se dit que comme ces pathologies sont extrêmement lourdes, qu'il y a un glissement réel dans ces structures-là, où on est vraiment dans des circuits très difficiles de soins, eh bien, il faut qu'on adapte les formations et puis qu'on donne le goût et qu'on revalorise, en tout cas, les gens qui travaillent dans ces structures, parce que ça devienne quelque chose vraiment qu'on a envie de faire par choix professionnel et pas par obligation, parfois dans des trajets. Voilà. Moi, et ça, c'est perso, hein, c'est vraiment quelque chose qui n'engage que moi. Merci. Madame Rousselet, puis après, oui, le micro ira dans le fond de la salle. Madame Rousselet. Oui, bonjour. Donc Audrey Rousselet, je suis conseillère régionale, donc région Centre-Val de Loire, je suis là, voilà. Et élue première adjointe d'une commune de 8000 habitants. Donc je vous remercie d'être sur nos territoires aujourd'hui et de répondre, je trouve très sincèrement, aux questions qui vous sont posées. Moi, je voulais revenir vraiment sur la question d'accès aux soins. Parce qu'une fois qu'on a fait ce constat, et quand on est élu local, ce constat, on l'entend tous les jours, et que ce soit par message, par mail, par interpellation directe de nos habitants. Donc en tant qu'élu local, on se pose la question. En tant qu'élu régional, on se la pose encore plus et de manière globale à l'échelle d'un territoire beaucoup plus large. Et donc une fois qu'on a fait ce constat, on essaie d'y apporter des solutions. Alors en tout cas, la région... avec le président Bonneau, on y a répondu de plusieurs manières. Alors vous avez parlé des MSP. Alors c'est vrai, moi je suis d'accord avec vous, c'est pas une recette magique. Hein. C'est pas parce qu'on va avoir la plus belle coquille qu'on va avoir tout de suite une ribambelle de médecins et puis plus de problèmes sur le secteur. Ça c'est pas vrai. Mais par contre, effectivement, une MSP, si elle est construite autour d'un projet de santé, si elle est construite avec une équipe pluridisciplinaire. Alors des fois, elle est toute petite, cette équipe, hein, au départ, sur un territoire, mais elle grossit, elle prend de l'ampleur. On arrive à un maillage, en tout cas un maillage sur notre secteur, au niveau du département et quasiment à l'échelle de la région maintenant, un maillage territorial qui tient la route. Très fragile, mais qui commence à tenir la route. Ça, c'est de notre compétence région, parce que je rappelle que la région, pour les autres collectivités, la santé ne fait pas partie de leurs compétences. Sauf que les communautés de communes, oui. Mais effectivement, quand on est maire ou adjoint d'une commune et quand on est conseiller régional, la santé, ça ne fait pas partie de nos compétences obligatoires. Mais effectivement, ça fait partie du pacte social et c'est pour ça qu'on s'en saisit.
Donc on y a répondu avec ça, après il faut être exigeant hein, sur certaines choses, on l'a dit, il faut se saisir, il faut faire attention à nos étudiants, il faut leur donner envie, ça veut dire prévoir des logements pour nos étudiants dans le CNSP, ça veut dire prévoir de salles de réunion pour que les formations interprofessionnelles puissent se faire, des rencontres au sein de CNSP sur le territoire, sur ces territoires ruraux. Donc ça, on voit une progression, voilà, mais qui effectivement n'est pas assez rapide. Nous, au niveau de la région, et puis juste autre chose, avant de poser ma question, du coup, il faut qu'on fasse attention à une surenchère. On a parlé de quelques projets sur les territoires. Moi, je dis attention à la surenchère. Voilà, il ne faut pas créer de jurisprudence en la matière, parce qu'un territoire qui a de l'argent va pouvoir faire plein de choses, et un territoire qui n'aurait pas d'argent va rester avec son désert médical. Donc il faut qu'on fasse attention à ça, et puis il faut qu'on se responsabilise là-dessus, et qu'on travaille en commun, et tous en collaboration de manière intelligente. Et donc, une fois ce constat fait, et puis qu'on a essayé tout plein de solutions qui montrent des signes positifs, mais qui ne vont pas assez vite, nous, à la région, on s'interroge sur, et le président du conseil régional a écrit dernièrement à Madame la ministre, pour remettre sur la table ce problème de répartition de médecins sur le territoire. Alors, je sais que c'est un sujet qui, en général, fait un peu causer, et puis peut créer quelques crispations, mais on s'interroge sur la mise en place d'un conventionnement qui serait sélectif. Donc, moi, j'interroge où est-ce qu'en est le débat à l'Assemblée à ce sujet-là. Et puis sur le numerus clausus, là-dessus, on est bien d'accord. Il faut débloquer ce numerus clausus. Il faut augmenter le nombre d'internes sur nos territoires, parce qu'on a un nombre d'internes qui est insuffisant pour que l'on puisse remettre dans nos petits hôpitaux. Merci. Alors, numerus clausus et répartition spatiale des médecins. Sur le numerus clausus, je vous avais donné notre avis, hein, et la ministre n'était pas très favorable, mais le débat est ouvert et je pense que ça fera partie de la stratégie santé. De toute façon, il va y avoir un assouplissement, c'est une volonté aussi présidentielle, donc il y aura un déverrouillage, en tout cas, c'est une évidence. Sur l'offre, comme vous disiez, de manière à ne pas créer de disparité, c'est là où la régulation est nécessaire, de toute façon, et je le disais tout à l'heure, à condition qu'on ait un maillage, effectivement, qui soit égalitaire, si j'ose dire, parce que les citoyens ont le droit à l'égalité sur leur territoire, et quel qu'il soit. Donc, c'est pourquoi, peut-être, aujourd'hui, on peut critiquer l'ARS. Moi, je suis la première à râler, comme tout bon français, sur la technostructure, dès lors qu'elle nous contrarie. Mais elle offre au moins cette possibilité de régulation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle a ce droit de regard en disant là, il va y avoir pléthore d'offres de maisons de santé, et là, on va plutôt aller vers l'autre côté, sachant que les collectivités, en plus, sont des financeurs largement dans ces structures. Donc, la région, vous l'avez dit, hein, c'est vrai qu'elle n'a pas la compétence santé, mais qu'elle l'appelle, et heureusement. Moi, dans ma région, qui cumule les mauvais indicatifs, si j'ose dire, de santé, les mauvais indicateurs, eh bien, on est bien content que la région se soit emparée et fait des plans cancer, et s'investit. Et vous le savez, et ça c'est pour tout le territoire national, les formations aussi, puisque toutes les formations sanitaires, sociales sont financées par la région. Donc, pour ce sujet, il n'y a pas de souci sur l'implication. Maintenant, sur l'offre raisonnée, on va plutôt appeler ça comme ça, de manière à ce qu'on puisse au moins limiter lorsqu'il y a déjà vraiment une offre suffisante sur un côté. Alors on ne pourra pas, par contre, raisonner sur le privé, parce que là, malgré tout, il y a une liberté d'installation dans notre pays. Sur le conventionnement sélectif, si je veux dire, vous le disiez tout à l'heure, par territoire, et on a eu de nouveau une proposition de loi qui a été repoussée, qui allait dans ce sens-là, récemment. Pourquoi ? Parce que il y a toujours cette frilosité à imposer parce que vous êtes toujours sur une filière qui se veut libérale. Et disons-le franchement, qui se veut libérale tout en voulant finalement presque le salariat. On a par droit presque du salariat.
malgré tout le fait que je suis persuadée qu'on peut y arriver sans coercition, on peut y arriver sans coercition, que comme vous l'avez tous dit, ça frémit, ça avance, pas assez vite à notre goût, bien sûr, pas toujours, mais c'est normal. Il faut du temps pour tout ça, et le temps, on l'a pris là, depuis 10 ans. Et c'est le fruit de ces années de sensibilisation, de travail fait à la fois par les collectivités et à la fois par les médecins eux-mêmes, qui font qu'on en est aujourd'hui d'abord une prise de conscience qui n'est plus à faire. Et on n'était pas à ça il y a encore 4-5 ans. Hein. Moi, je trouve que cette prise de conscience, pourquoi ? Parce qu'il y a toujours eu cette présentation assez misérabiliste des territoires sous-dotés. Et aujourd'hui, on la présente autrement, et heureusement, parce que vous avez toujours le bon reportage de la vieille quatrelle du médecin, je ne sais pas où ils vont encore en trouver, mais qui est dans la montagne profonde, qui a 2 petits vieux qui sortent sur le seuil. Je veux dire, il y a toujours cette représentation très caricaturale de la médecine dans les territoires sous-dotés, quoi. Parce que maintenant, vous avez des villes moyennes qui sont sous-dotées. Et on n'en parle pas souvent, finalement. Donc, moi, je préférerais qu'on les représente comme elles sont. Et ce que vous disiez tout à l'heure, c'est oui, on en est presque là. C'est-à-dire que peut-être un jour, faudra-t-il effectivement qu'on en soit à ces conventionnements quasiment territorialisés pour garder. Mais je ne crois pas qu'on arrive à susciter un engouement dès lors que vous imposez vraiment une installation dans un endroit. Il faut créer quand même l'envie, et l'envie, quand elle est par obligation et par contrat, vous les gardez quand même pas. C'est-à-dire qu'ils feront leur service, quoi. Ils diront, bon, bah ok, je vais venir 3 ans parce que je suis obligée. Déjà, vous savez, l'autre jour, j'ai reçu quelqu'un, un jeune, qui n'avait pas les moyens de ses études. Il avait quand même une possibilité. Je lui explique le contrat de service public possible dès sa 2e année de cursus universitaire en médecine. Et je lui dis, mais tant que vous serez sous contrat, si vous avez par exemple 4 ans sous contrat de mission de service public, vous aurez 4 ans à rendre dans un territoire sous-doté. Et là, il m'a dit, ah bah non, mais moi, si je suis obligée, en plus, de m'installer dans un territoire où j'ai pas envie, je dis, oui, mais vous vous rendez compte que vous allez quand même être financé pendant vos études, quoi. Bon. Et que c'est une mission presque de service public que vous allez rendre à la nation qui vous paye vos études, quoi, en gros. Et c'était déjà très compliqué à comprendre. Mais voilà, il y a un moment, on se dit qu'il y a des boursiers de l'État qui, eux, font cet effort nécessaire dans d'autres hautes études, parfois, et qui le font, par obligation. Moi, je continue quand même, malgré tout, de ne pas souhaiter de coercition pour autant, ni d'imposer un choix. Je préférais qu'on continue à sensibiliser et à les faire venir par choix que par obligation. Et je continue d'y croire. Après, vous savez, avec tout ce qu'on est en train de mettre sur la table et tout ce qu'on fait depuis des années, si à terme ça continue, bien sûr, mais ce sera leur choix. Est-ce que vous voulez, mais je pense qu'il faut quand même que ça reste leur choix. Est-ce que vous décidez de rentrer dans le salariat, et auquel cas vous en acceptez les conditions, comme toutes les autres professions, ou est-ce que vous restez libéral, et auquel cas, voilà, il faudra un jour qu'on se pose le vrai problème de cette manière-là. Mais là, encore une fois, ça n'engage que moi. Bien, merci. Voilà d'ailleurs au passage qui nous renvoie un film qui a été tourné au Vendômois qui s'appelait La maladie de Saxe. Il faudrait peut-être en refaire un autre aujourd'hui avec une autre vision peut-être. Bien, monsieur, le fond de la salle. Bonjour Madame la députée, je suis Léo Langlais, étudiant en masso-kinésithérapie à Orléans. Je salue l'ensemble de mes collègues qui sont venus avec moi aujourd'hui, on est une vingtaine. On venait aussi pour vous parler de... Vous parliez tout à l'heure de la médecine à distance. Je pense que moi, je voudrais avant parler des solutions qui sont plus réalisables directement. Vous parliez d'humain, mais nous, on en est un acteur humain, nous les kinés, qui sommes répartis sur le territoire. Avec les médecins, on travaille très bien avec eux d'ailleurs. Je pense que l'ensemble de mes collègues qui sont là pourront le dire. De l'improvisation, vous le disiez tout à l'heure, on en fait actuellement, on en fait d'une manière illégale. On est obligé de la faire parce que les patients n'ont pas le temps d'aller voir les médecins, parce que les médecins n'ont pas le temps de recevoir les patients, parce que c'est trop loin, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Actuellement, depuis 2016, il y a une petite évolution dans la loi. On a le droit en cas d'urgence, mais quelle est cette urgence? Comment la définit-on? C'est pas cadré. Je voudrais dire que notre profession, elle est en pleine évolution. Vous parliez d'intégration universitaire. Actuellement, il y a des groupes de travail au ministère. Il y a des projets qui se lancent en France. Je pense, nous, à Orléans, où nous sommes prêts à passer à l'université. Il n'y a juste plus qu'à passer le pas. Nous sommes prêts.
On le demande d'ailleurs, hein. Pour info, il y a une lettre qui a été envoyée à Madame la Ministre, nous attendons une réponse. Nous n'attendons plus que ça. Passer à l'université, c'est obligatoire pour notre profession. On a un développement, nous avons plus de 100 enseignants-chercheurs, 100 doctorants en France, maîtres de conférences, pas encore de professeurs universitaires, on espère qu'ils arrivent très rapidement. Voilà, je voulais votre point de vue sur l'accès direct possible des kinésithérapeutes Pardon ? Ah oui, l'accès direct aux soins, bien sûr. Dans leur champ de compétences, bien sûr. On ne demande pas un accès direct total, ce n'est pas la demande, mais dans leur champ de compétences. Je pense que c'est une nécessité actuellement et que c'est une réponse qui est comparée à la télémédecine beaucoup plus acceptable. Notre profession évolue vers de la recherche, vers l'intégration universitaire qui est la preuve d'un bon fonctionnement et de l'EBP, de l'Evidence-Based Practice, sur lequel on est censé se baser pour fonctionner. C'est comme ça qu'on nous l'enseigne et je pense que ce serait seulement valoriser notre formation que d'à terme arriver à ça. Je vous remercie. Merci. Madame Bourguignon. Il en va des kinés comme des infirmiers, c'est le même problème. Enfin, c'est le même problème. Ça pourrait être la même solution. En tout cas, moi, évidemment, j'ai toujours pensé que cette reconnaissance de vos formations, et vous y êtes prêts, et je l'ai dit pour l'école infirmière aussi, ça n'a pas toujours été la culture. Il faut quand même se le dire. Ça n'a pas toujours été la culture. Ça l'est aujourd'hui. Mais ça n'a pas toujours été ça, puisqu'on l'a connu autrefois. C'était pas tout à fait la culture d'autrefois. Maintenant, ça l'est, parce qu'il y a eu cette évolution, et aujourd'hui, vous voulez cette reconnaissance. Moi, contact, je ferai part à la ministre votre attente de réponse, mais je sais qu'elle nous en a parlé l'autre jour, donc je sais que ça fait partie aussi des réflexions qui sont menées. Ce qu'on a oublié de dire dans l'offre de soins aussi, c'est que dans les réflexions sur la santé qui sont menées par la ministre en ce moment, ce qu'elle voudrait aussi, à terme, à condition bien sûr d'une meilleure rémunération, ça on en est bien conscient, que des actes infirmiers qui sont réalisés à domicile, qui peuvent éviter de toute façon un recours au médecin, soient aujourd'hui validés et reconnus. Ça fait partie aussi, et ça peut rejoindre effectivement les soins kinés qui vont de pair, puisque ça accompagne la prise en charge globale. Donc tout ça va dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'elle veut, et elle nous l'a dit, nous sommes un des rares pays où les infirmiers sont encore obligés, alors qu'ils savent faire un soin sur un bobo, on va dire, de la vie, d'obliger d'être, par exemple, même dans un service d'urgence, obligé d'attendre que le médecin vienne pour dire qu'il faut faire ça, faire une radio, et puis d'attendre qu'il vienne la lire. Enfin, je veux dire, il y a un moment, elles sont tout à fait à même de le faire, puisque c'est elles qui, dans les services, le font à longueur de temps ou au quotidien. Et les kinés, c'est pareil, vous faites des soins. À partir du moment où vous avez fait une prescription, vous savez très bien ce que vous allez faire, et vous accompagnez le médecin à votre façon, que ce soit l'infirmier ou le kiné pour d'autres soins. Aujourd'hui, cette reconnaissance-là n'y est pas, et pourtant permettrait justement un moindre recours à des médecins parfois qui viennent s'ajouter à cette prise en charge globale. Donc sans déposséder des médecins, ça peut être une première réponse qui éviterait même des recours aux urgences parfois. Donc tout ça va dans le sens de à la fois la reconnaissance de vos parcours, qu'ils soient rendus et labellisés universitaires. Et moi, vous me prêchez une convaincue, parce que je me bats pour les carrières sociales. Donc, vous voyez, je fais vraiment ce parallèle avec vos formations, parce que ça fait des années qu'elles ne sont pas regardées comme elles devraient l'être. Mais nous avons toujours ce problème avec l'enseignement supérieur, pour beaucoup d'autres choses. Vous savez, le débat se réinstalle là en ce moment, c'est pour ça que ça me parle, parce que sur la forme pro, l'apprentissage, on a de nouveau ces petites rivalités qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. On est tous d'accord là-dessus. Donc, en tout cas, je relayerai ce que vous venez de me dire. C'est pas un discours de politique. Je le ferai vraiment parce qu'on se voit beaucoup et que je suis sensible à ce que vous m'avez dit. Et en plus, ça rejoint la question que vous posiez, monsieur, sur les infirmiers et ces parcours qu'on doit aujourd'hui faire reconnaître de la même manière que dans d'autres pays. Nous sommes un des derniers pays qui ne reconnaît pas ces actes-là comme des actes médicaux à part entière. Voilà. Donc tout tient et tout est lié, à la fois sur la reconnaissance des parcours de formation comme sur votre intervention dans les parcours de soins. Mais à l'heure
où on cherche justement à multiplier la prise en charge de la manière la plus souple possible, là, il est temps qu'on s'y engouffre, quoi. Donc, il faut qu'on y aille. Une autre question d'un étudiant, je crois. Oui. Bonjour Madame la députée, Antoine Nevoy-Portal, étudiant kiné à Orléans. Je voulais rebondir un petit peu et vous demander en fait comment travailler ensemble avec les professionnels de santé, comment créer le maillage efficace dont vous parlez, qui engendre la qualité des soins, des dépenses de santé adéquates et surtout rentables. Alors que l'État favorise des professionnels de santé, de médecine, de médecine dite alternative. Je fais en référence à l'arrêté du 13 février dernier sur la chiropraxie, qui est une science, entre guillemets, non fondée, voire même prouvée comme dangereuse. Je fais référence au rapport de l'INSERM 2011. Ces professionnels mettent en place une concurrence qui est déloyale contre les professionnels de santé, dont les kinésithérapeutes. Nous, kinésithérapeutes, sommes complètement intriqués dans le système de soins, dans les règles, dans les conventions. On n'a pas le droit de se mettre en avant. Le salariat a une rémunération dérisoire. Les libéraux font des horaires plus que inconcevables, disons. Alors que nous avons quand même un nouveau référentiel qui est sorti il y a 3 ans et qui nous donne quand même un niveau de compétence plus élevé. L'intégration de notre formation à l'université nous donnera accès à la recherche, augmente nos compétences donc, et la qualité de notre formation. Ce niveau de qualité répond donc à un besoin de sécurité des patients qui est évident. Donc la concurrence peut être bénéfique pour augmenter la qualité des soins. En ces temps de crise sanitaire, notamment en région Centre-Val de Loire, c'est très important. Mais en fait, il est assez difficilement concevable pour un simple étudiant que je suis d'exercer et d'avoir envie d'exercer mon métier pour prendre en charge une patientèle et non une clientèle finalement. Voilà, merci. Oui, il y a une jeune fille qui voulait répondre sur ce même sujet avant que Mme Bourguignon ne réponde. Oui, mademoiselle. Et après, on fait un lot et Mme Bourguignon vous répondra après. Bonjour, donc Léa Frigo, étudiante en kinésithérapie à Orléans. Vous êtes nombreux, c'est bien. C'est pour ça que... donc je rejoins mon camarade sur ces professions, parce que vous dites très justement dans l'article que nous avons tous sous les yeux dans la Nouvelle République que vous souhaitez tendre vers un reste à charge nul des patients pour éviter que les personnes à revenus modestes ne se privent de soins. Vous avez aussi insisté sur cet aspect lors de votre interview. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est en contradiction complète avec la reconnaissance de certains professionnels comme les chiropracteurs à exercer les mêmes techniques que les kinésithérapeutes sans être remboursés, ce qui rajoute un nouvel acteur de santé mais aux frais des patients? Est-ce qu'on a un autre étudiant kiné qui va intervenir? Voilà, comme ça après, ça permettra d'avoir une réponse groupée, si des questions se conjuguent. Oui, bonjour, je voudrais vous remercier d'être là. Comme mes autres camarades, je suis en 3e année de formation à l'école de kiné d'Orléans, et j'aimerais rebondir sur ce que mes camarades ont dit, mais aussi sur l'un de vos propos tout à l'heure. On est tous sensibles au fait qu'on doit bien faire notre métier quand on est à l'hôpital, quand on est en libéral aussi. Et moi, j'ai eu l'expérience de mal le faire quand j'étais en stage. Tout à l'heure, vous avez dit que vous ne pouviez pas l'entendre quand vous faisait de la maltraitance auprès des patients, mais il y a des gens qui le disent, il y a des gens qui le ressentent et qui le vivent tous les jours. À l'hôpital de Lyon Sud, par exemple, plusieurs services étaient en grève parce qu'on a supprimé des postes. Les gens ont l'impression de mal faire leur travail. Ils recommandent le CHU. Ils recommandent à leurs proches de ne pas venir à l'hôpital parce qu'ils savent qu'ils vont mal être pris en charge. L'hôpital de Tours, tous les CHU sont en grève. Trousseau, Bretonneau, notamment parce qu'il y a des pertes de postes. Il y a des glissements de tâches, comme vous disiez tout à l'heure. Quand j'étais en stage, on recommandait aux kinés de former les aides-soignants à installer les arthromoteurs. Donc pour ceux qui ne savent pas, les arthromoteurs, c'est des espèces de machines qui permettent de plier et de tendre le genou. Donc en soi, il n'y a pas besoin d'être polytechnicien. Mais il y a un savoir-faire, il y a une expertise derrière pour savoir comment bien l'installer, comment l'enlever, les bons critères pour installer et savoir comment l'interpréter ensuite. Et je pense que le décret, notamment pour les chiropracteurs, qui leur permet de faire notre travail techniquement, ça va à l'opposé de toute notre vision qui est du bon traitement des patients à l'hôpital et en libéral. Et je pense que, après vous allez me dire votre opinion, mais j'ai l'impression que tout est fait, notamment pour la reconnaissance des médecines alternatives, comme disait Antoine tout à l'heure,
pour faire en sorte que les soins remboursés, notamment de kinésithérapie, ne soient plus remboursés, que le fonctionnariat à l'hôpital soit supprimé, qu'on mette l'accent notamment sur les médecines qui sont remboursées par des assurances privées, par des choses qui sont payées de la poche des patients, comme disait Léa tout à l'heure. Et je pense que fermer les yeux sur ce sujet-là, c'est se tirer une balle dans le pied, parce que dans quelques années, les kinés, on sera peut-être plus remboursés, les patients seront mal pris en charge, seront pris en charge par des gens qui sont soit mal formés, soit formés par des pseudo-médecines, comme disait Antoine tout à l'heure. Donc j'aimerais votre ressenti sur toutes les questions qu'on a posées, sur la prise en charge des patients, notamment avec les médecines pseudo-alternatives. Voilà, merci. Guillaume, une autre question? Bien, alors comme vous êtes venu en délégation, et que vos questions finalement se rejoignent, hein, bon voilà, j'ai bien compris qu'il y avait un souci avec les chiropracteurs, il ne m'appartient pas de juger la chiropratie, il ne m'appartient pas de juger cette façon qu'ils ont de soigner, d'autres personnes s'y retrouvent. Et, moi, vous voyez, les patients ont le libre choix aussi des soins qu'ils ont envie d'avoir. Et là, cette liberté-là, il ne m'appartient pas de vous dire qu'ils ne l'ont plus. Donc, par contre, qu'elles viennent en concurrence avec vous, je le déplore en tant que vous. Voilà, je sais que vous en avez fait état, je sais que vous allez encore en faire état. Et d'ailleurs, je vais vous demander après, si vous voulez bien, vous regrouper, de voir mon collaborateur, parce que comme ça, on va formaliser un peu vos demandes. Donc, ce ne sera pas du vent, on va vraiment formaliser votre demande auprès de la ministre et remonter vos remarques sur ce décret que j'ai découvert, puisqu'on m'a dit qu'il y avait des kinés dans la salle. Et entre parenthèses, bon, moi je ne suis pas dans cette vision non plus, et je vous en prie, ne vous mettez pas en tête que nous sommes là pour casser le service public, pour casser la médecine. Je ne crois pas que tout ce que j'ai dit depuis ce matin va dans ce sens-là. Franchement. Je ne crois pas non plus que tout ce qu'on essaie de faire, que ce soit collectivité qui, je le rappelle, est aussi publique, qui, je rappelle aussi, il y a des médecins aujourd'hui qui ne sont pas tous dans cette optique-là non plus, d'offrir des soins coûteux, sans que les gens puissent en être remboursés. Enfin, je veux dire, ça ne va pas du tout dans le sens de ce qu'on se dit depuis ce matin. Quand on œuvre pour qu'il y ait un reste à charge zéro, quand on œuvre pour faire en sorte que cet accès à la fois géographique et ensuite d'offres de santé suffisantes, d'égal accès aux personnes, je ne pense pas qu'on est dans ce trip-là de se dire, bon, allez, on est en train finalement de tuer la kiné dans les services, de faire en sorte... Quand vous me dites, oui, je ne peux pas entendre, oui, moi je continue de vous le dire, je ne peux pas entendre qu'on puisse maltraiter, et on ne maltraite pas. Je refuse d'entendre ça parce que vous l'avez dit vous-même. Vous avez dit vous-même, nous sommes même en train de former des aides-soignantes pour bien mettre les personnes dans leur lit. C'est quand même pas dans le sens de la maltraitance, ça. C'est bien dans le sens de la bientraitance. Moi, je parle des patients. Des patients. Donc, la souffrance du personnel, on en est bien conscient, on l'a bien entendu, ça ne date pas d'il y a 6 mois, ça fait quand même des années de baisse drastique dans les hôpitaux que nous payons violemment aujourd'hui, et je ne voudrais pas qu'on en ait la seule responsabilité, voyez-vous, parce que ça fait quand même des années de glissement, si j'ose dire. Donc, on est aujourd'hui dans une souffrance qu'on essaie de résorber par différentes méthodes, à la fois par des façons de travailler différentes, à la fois par un désengorgement de certains services, par d'autres solutions alternatives, comme vous l'avez entendu, et puis aussi par une meilleure reconnaissance de vos diplômes, de vos filières et de vos salaires, parce que ça aussi, il faut qu'on en parle. Donc voilà, je veux dire, tout va dans ce sens-là et pas dans l'autre. Pas dans l'autre. C'est pas fait pour faire en sorte que les gens soient plus remboursés, plus soignés. Et, je veux dire, franchement, essayons quand même de sortir de ces logiques-là, de défiance entre les uns et les autres. Je crois qu'on travaille tous dans le même sens, qui est celui de l'intérêt général et de la patientèle. Et moi, je parle toujours de patientèle, hein, je ne parle pas de clientèle. Eh bien, excusez-moi de l'avoir fait une fois dans ma matinée, mais je parle de patientèle toujours, et je parle d'intérêt général toujours, et je parle de santé des patients toujours, et je parle d'égalité de santé des patients toujours. Vous ne m'entendrez jamais parler autrement. Alors, pardon d'avoir dit une fois clientèle, mais ce n'est pas mon style. Ce que je voulais vous dire simplement, c'est que tout ce que vous avez dit est juste. Tout ce que vous avez dit est juste. Il ne m'appartient pas de juger, par contre, des médecines douces auxquelles les gens ont recours parce que ça leur appartient. Voilà. Je pense que par contre, dans les offres de traitement dont nous parlons, nous
parlons bien de kiné, nous ne parlons pas d'autre chose. Et dans les parcours de soins des hôpitaux publics et des EHPAD et autres, nous ne parlons pas d'autre chose non plus. Donc je crois que là-dessus on est en phase et qu'on peut au moins se dire qu'on est en phase. Qu'ensuite qu'on tienne compte de vos revendications, ce sera fait, on va les porter. Mais je veux dire, je pense qu'il ne faut pas qu'on ait, et c'est un peu le mal français, hein, de toujours penser que l'autre n'est là que pour vous éliminer ou pour vous en... Franchement, c'est pas le but. En tout cas, je ne suis pas au gouvernement, hein, je vous le dis. Mais je relayerai bien sûr vos préoccupations qui ont déjà été relayées un peu au national. Mais je relayerai parce que ici, en plus, vous avez un problème accru du fait, comme vous l'avez rappelé, d'un malaise dans certains hôpitaux qui m'ont été signalés aussi. Voilà, on en tient compte parce que bien sûr, on vit les choses avec plus d'acuité quand ça arrive comme ça dans une région donnée où il y a une crispation actuelle. C'est normal qu'on essaie de voir. Donc moi, je remonterai bien sûr ces problèmes qui sont déjà connus, je pense, évidemment de la ministre, mais on va le faire. Mais en tout cas, sachez, et accordez-moi ça, qu'il n'est pas question dans notre pensée, et je pense qu'on la partage, d'aller dans un sens contraire, enfin, un peu cataclysmique de notre système français. Moi, je suis très sensible à notre système de santé. On peut toujours critiquer, mais moi, j'aimerais vous inciter à regarder ce qui se passe ailleurs, parfois. Parce que le mal français, c'est souvent de ne pas regarder ce qui se passe ailleurs. Et je peux vous assurer qu'ici, on est encore dans un pays où on ne vous demande pas votre carte bancaire pour monter dans l'ambulance. Et qu'il y a plein d'autres pays où on vous la demande avant. Et on ne vous prendra pas si vous ne l'avez pas. Il faut peut-être y penser de temps en temps. Non, mais il faut peut-être y penser de temps en temps. Parce que quand même, ça fait des années qu'on travaille sur ce modèle social. Et ça fait des années qu'on est accusé de ne pas y travailler. Donc je veux dire, moi, je voudrais quand même qu'on rappelle qu'on a cette protection et qu'on ne veut pas la fragiliser. Moi, je fais partie de celles qui ne veulent absolument pas fragiliser ce modèle social auquel on est tous sensibles. Qu'après, il faille des ajustements, qu'après, il faille revoir la copie parce qu'on a trop chargé sur l'hôpital. On a été hôpitalo-centré, il faut se le dire. Et on en voit aujourd'hui les conséquences. Voilà. Et qu'on n'ait pas suffisamment appréhendé non plus les problèmes de vieillissement, malgré beaucoup de lois qui ont été faites en ce sens, mais il y a toujours une évolution en même temps, hein, à la fois des technologies, des prises en charge et des dépendances, et des maladies qui apparaissent parfois. Tout ça fait partie d'une marche en avant dans laquelle on est tous, et puis qui fait qu'on évolue, qu'on change de trajectoire parfois. Qui aurait parlé de désertification médicale avant dans des villes moyennes? Qui aurait parlé de ça je vous défie de trouver des articles là-dessus il y a 20 ans, on n'en parlait pas. Donc aujourd'hui on est là-dedans parce que quelquefois on n'anticipe pas suffisamment des sujets, autant s'en emparer aujourd'hui. Donc voilà, vous faites état d'un problème d'aujourd'hui qu'il nous faut prendre en considération pour anticiper les mauvaises évolutions dont vous parlez, dont il faut se préserver. Et ça, là-dessus, on est bien d'accord. Parce que la kiné, c'est un métier à part entière et c'est pas la même chose, effectivement, qu'une médecine douce qui peut soulager mais qui ne soigne pas. Voilà. Ça, on est d'accord. Merci. Encore un kiné d'Orléans, je crois qu'il veut vous poser une question, puis après on passera peut-être à d'autres intervenants, puisque je crois que le conseiller de la ministre, de la députée va recevoir. Alors, tout d'abord, merci beaucoup pour ce temps d'échange que je trouve très important. Je suis également étudiant en kinésithérapie, mais pas à l'Institut d'Orléans. Je suis l'actuel président de la Fédération nationale des étudiants en kinésithérapie, je m'appelle Louis Dreux. Moi, je voulais revenir sur un point que vous avez abordé, notamment dans une question et également dans plusieurs réponses, qui est l'attractivité des territoires, notamment des territoires sous-dotés, et la problématique finalement de démographie de professionnels en santé, quels qu'ils soient, à la fois médecins, professionnels médicaux et paramédicaux. Vous avez noté la difficulté qu'on peut avoir avec des étudiants qui refuseraient de s'installer dans des territoires qu'ils considèrent comme non attractifs, malgré des ajouts et des apports financiers ou de tout type qu'on peut tout à fait voir. Et vous avez réaffirmé votre engagement pour ne pas favoriser la coercition, mais bien l'incitation. Je voulais savoir si vous aviez vraiment des idées de mise en place, et notamment des conseils à donner aux régions qui n'arrivent pas à favoriser l'attractivité du territoire, parce que
on se retrouve quand même avec énormément de situations, je parle là au niveau national, où des étudiants se retrouvent enchaînés soit par des frais de scolarité, soit par des situations d'endettement, soit par du non-accès à des services sociaux ou des services étudiants qui sont évidents pour des études de santé, et qui se retrouvent donc enchaînés à devoir exercer sur un territoire en besoin médical terrible, mais dans des conditions d'exercice qui sont tout à fait déplorables, et qui ensuite ne leur donnent aucune envie de rester sur le territoire. L'analyse qu'on peut en faire, et qui est partagée par plusieurs collègues à moi, représentants étudiants, c'est qu'on risque de se retrouver à terme dans un système où on aurait des territoires, où il y aurait uniquement des jeunes professionnels de quelques années d'exercice qui restent dans ce territoire dû à leur engagement et au fait qu'ils doivent rembourser des années, qui ensuite partent directement parce que le territoire n'est pas attractif, et la seule raison pour laquelle ils sont là, c'est parce qu'ils sont financièrement enchaînés à ce territoire, et en fait on se retrouverait littéralement avec des territoires où il n'y a que des jeunes sans expérience, ou avec un renouvellement complet de jeunes, et donc potentiellement une perte d'efficacité du système de soins parce que uniquement des jeunes diplômés qui n'ont pas le temps de se faire l'expérience, à côté de territoires qui, eux, bénéficieraient de professionnels qui sont là pour l'avoir demandé. Ça, c'est une des premières problématiques. Du coup, la deuxième problématique, elle se trouve au niveau de la valeur qu'on attache finalement à la formation et au bien-être. Vous l'avez cité tout à l'heure dans votre interview, l'importance que vous accordez au bien-être à la fois des patients, mais également des professionnels de santé, car c'est en jouant sur le bien-être de ces deux acteurs du système de soins, qui sont les deux seuls acteurs du système de soins, qu'on finira par avoir un système correct qui répond à tous les besoins. Et moi, je me permettrais de rajouter le bien-être des étudiants, notamment des étudiants en santé. Je tiens à rappeler quand même que paradoxalement, les étudiants en santé sont ceux qui sont le moins bien soignés dans leur formation, soit par manque d'accès, soit par manque de financement. Et du coup, je voulais avoir votre avis sur vos différentes positions et vos différentes ambitions sur ces différents sujets. Merci. Bien, merci. Alors, avant que Mme Bourguignon réponde, après on prendra plus que 2 questions, puisque l'heure tourne et Mme Bourguignon a d'autres obligations. Alors, sur ce sujet, Mme Bourguignon, à vous. Je pense avoir répondu déjà à beaucoup de choses depuis ce matin sur les questions que vous m'avez posées, sur les étudiants. De quels étudiants parlez-vous Seulement les kinés? Bon, ensuite, je vous ai dit justement le bémol que je mettais sur la coercition, c'est pour tout ce que vous venez de dire. C'est parce qu'on pourrait imposer, oui, effectivement, ça peut être la solution de dire, voilà, on vous a financé, donc pendant 4 ans, vous restez là et vous n'en bougez plus. Donc on assigne un peu à résidence un étudiant qui a suivi déjà un cursus très long, très, très difficile, fastidieux, très coûteux, avec un investissement personnel qu'on n'imagine pas souvent. On l'obligerait à rester sur place parce que, et comme vous le dites, et une fois le service passé, il partirait. Donc ça rejoint ce que je vous ai dit. C'est pour ça que la coercition, pour moi, n'a pas de sens et qu'on finirait, alors pour les régions les mieux dotées, qui auraient les moyens effectivement de conventionner et d'imposer quasiment à ces étudiants de rester là, eh bien on aurait une disparité avec d'autres régions qui, elles, n'en auraient pas les moyens. Donc on est d'accord là-dessus. Vous voyez bien que la coercition ne règle pas tout, et là-dessus on est complètement d'accord. Après, sur les problèmes sociaux que rencontrent les étudiants, je les partage, mais moi j'ai pas la solution. Je ne sais pas comment les études sont financées. Souvent ce sont par des prêts étudiants, on les connaît dans d'autres filières. Souvent ce sont par des bourses, et souvent c'est par des petits boulots, pour ceux qui ont le moins de chance et qui sont encore plus en difficulté, et donc on imagine aussi le surcroît de travail que ça peut être. Donc tout ça, on en est conscient, c'est pas un problème nouveau, et je n'ai pas envie non plus de vous dire que je cautionnerais le fait qu'on puisse créer une disparité à la fois territoriale et à la fois entre les étudiants eux-mêmes. Mais vous savez, ça c'est le problème de toutes les études et de tout l'accès aux études de tous les étudiants de France et de Navarre. Le problème du coût et de son financement, on est bien d'accord là-dessus. Il faut perfectionner tous ces systèmes d'aide aux études supérieures. Et pour moi qui travaille surtout sur les questions sociales et solidaires, vous prêchez une convaincue, parce on peut toujours dire que tous les étudiants de France peuvent accéder à toutes les études qu'ils souhaitent. C'est faux. C'est faux. Tout le monde n'a pas les mêmes conditions, tout le monde peut y accéder, mais tout le monde n'a pas les mêmes conditions de concentration, de travail, de qualité de ces études. On le sait, et ça fait longtemps qu'il faut qu'on réfléchisse. Alors là, ça ne relève pas
pardon, mais des affaires sociales pures, hein, vous savez comme moi, et on l'a dit pour plusieurs choses. Ça relève aussi de l'EduSup et de l'éducation nationale tout court, avec lequel on travaillera, parce que moi je travaille là, en ce moment, sur la prise en charge des jeunes de moins de 25 ans vulnérables, mais on peut l'étendre à d'autres catégories. Celle-ci est encore plus fragile que d'autres, et je passerai là-dessus, parce que voilà, c'est pas le sujet du matin. Mais bien sûr que je serai sensible aussi aux conditions d'accès, parce que comme j'y travaille pour cette catégorie-là, on peut l'élargir à beaucoup d'autres. Mais c'est un problème qui n'est pas, malheureusement, et pour lequel moi, je n'ai pas la solution là, ce matin, à l'heure où on se parle, évidemment, mais sur lequel il faut qu'on se penche tous, parce que c'est trop facile de dire aujourd'hui, moi je l'entends aussi, que même, vous vous rendez compte, les boursiers peuvent aller dans des grandes écoles. Ouais, bah faisons le pourcentage des boursiers qui sont allés dans les grandes écoles, et ça reste vraiment anecdotique. Donc il faut arrêter de penser qu'on a réglé ce problème-là, parce qu'il n'est pas réglé. Bien, merci. Parlons d'heure, il est 10h30, on arrive à la fin. Monsieur Pénicouteau, vous vouliez dire quelque chose? Oui, je voulais intervenir sur l'importance de garantir un maillage territorial des instituts de formation. Aujourd'hui, envisager l'accès aux soins au sein des territoires, c'est inévitablement promouvoir la qualification des professionnels. On a beaucoup de professionnels qui exercent de façon non qualifiée au sein de structures comme des EHPAD, mais aussi des services de soins à domicile. Et il faut absolument favoriser cette qualification, et en délocalisant des sites de formation comme c'est réalisé au sein de la région Centre-Val de Loire, ça permet justement de promouvoir cet accès aux dispositifs de formation. Ces sites de formation permettent des formations initiales et la formation continue. Quand vous parliez tout à l'heure de la maltraitance, entre autres, on est sur des problématiques de qualification des professionnels. Et ces sites délocalisés, ils viennent, c'est pas déconnecté de l'universitarisation. On peut tout à fait garantir une formation d'excellence dans des sites de formation plus petits, dans des sites délocalisés. On a notamment des outils numériques, des plateformes numériques, des dispositifs de visioconférence qui nous permettent d'être en lien avec l'universitarisation. Et puis on a des professions qui sont non universitarisées. Je pense notamment aux formations d'aides-soignantes, qui sont des formations aujourd'hui encore un travail. Voilà, et puis je voulais aussi dire que dans l'avenir, c'est l'évolution des périmètres d'exercice des professions de santé. Pour les infirmiers, c'est les infirmières de pratique avancée. C'est les mises en place de protocoles de coopération professionnelle de santé, des médecins qui vont déléguer sous certaines conditions, et des conditions validées par la Haute Autorité de Santé et par les agences régionales de santé, certains actes pour permettre en effet aux infirmiers de les réaliser. Merci. Mme Bourguignon, dernière réponse. Non, moi c'était un constat, et c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. On va en tout cas dans la réflexion de la ministre de la Santé, c'est exactement ça, c'est qu'il y aura une reconnaissance des actes infirmiers, et je rajoute kiné parce que sinon je vais me faire lyncher. Et non, mais voilà, très sérieusement, il faut une reconnaissance de ces actes qui sont des premiers recours, voire des recours qui empêchent parfois et qui répondent à une offre de santé aussi. Donc voilà, il faut cette reconnaissance que l'on peut très bien faire aujourd'hui dans notre pays. Bien, parfait. Alors merci à tous pour la qualité de vos interventions. Merci Mme Bourguignon pour la franchise de vos réponses. Avant de partir, s'il vous plaît, vous avez tous un formulaire de satisfaction, le bouquet, ça s'appelle comme ça, et que vous a remis la Mutualité française. Merci de le remplir et de le déposer en sortant à l'accueil. Voilà. Merci à tous et bon retour.